Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de Shoseki, la série qui vous présente des livres n'ayant jamais eu droit à une traduction en français ni même en anglais. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un roman que j'avais envie de vous présenter bien avant de lancer le concept. Sorti exclusivement au Japon, The Legend of Zelda, le conte à l'ombre noire, Zelda no Densetsu, Kuroki Kage no Hakushaku. Comme vous l'aurez compris, c'est un roman de l'univers The Legend of Zelda. Bon, ceux qui auraient vécu dans une grotte depuis bien longtemps, petit contexte et présentation de la licence The Legend of Zelda. The Legend of Zelda est une série emblématique de jeux d'action-aventure créée par Nintendo. Elle suit les aventures de Link, un jeune héros souvent chargé de sauver le royaume d'Hyrule, et la princesse Zelda des forces du mal, notamment du sinistre Ganon. Mélangeant exploration, énigmes et combat, la série est reconnue pour son univers riche, ses musiques mémorables et son gameplay innovant, captivant les joueurs depuis sa création en 1986. À titre personnel, c'est vraiment une série qui compte énormément à mes yeux. J'ai dû refaire une bonne vingtaine de fois l'intégralité des épisodes. Mon premier épisode d'ailleurs, c'était A Link to the Past. Ensuite, j'ai enchaîné avec le Link's Awakening sur Game Boy. Mais bref, revenons à nos moutons. Ce roman est sorti le 5 février 92 au Japon. Le troisième épisode de la série A Link to the Past venait de sortir peu de temps auparavant, le 21 novembre 91. Mais c'est important de le préciser, il ne s'agit en aucun cas d'une adaptation de ce dernier. Édité par la société Futaba, ce roman a fait partie de la série Futaba Fantasy Novel Series. Ça a été écrit par Higuchi Akio. Voilà, c'est lui qui a écrit le livre. Maintenant que tout cela est dit, nous allons explorer ensemble le contenu du livre. Je vais vous spoiler l'intégralité du contenu, l'intégralité du scénario. Si jamais vous avez la chance de lire le japonais, je vous invite à arrêter la vidéo et essayer de vous le procurer pour découvrir par vous-même. Bref, on va commencer. Alors il va y avoir de temps en temps des images, parce qu'il y a quelques images dans le livre. Allez, on va commencer par le prologue. Prologue. Il fut un temps, jadis, où les hommes vivaient en harmonie avec les fées. Hyrule était alors une terre de paix, un royaume où les champs s'étendaient à perte de vue, où le bétail paissait sous un ciel serein, et où les échanges commerciaux faisaient prospérer les villages. Humains et fées coexistaient sans trouble, chacun respectant les frontières invisibles de l'autre. Pourtant, la nature même des hommes fit naître des tensions. Là où les hommes se rassemblent, ils forment des familles. Les familles grandissent, bâtissent des villages, et ces villages deviennent des royaumes. Avec le pouvoir, naît l'ambition, et bientôt, les souverains cherchèrent à étendre leur influence. Ainsi éclatèrent des guerres sanglantes où trois grandes nations se disputèrent la suprématie sur Hyrule. Châteaux et forteresses se dressèrent, les armes furent perfectionnées et les terres, jadis fertiles, furent ravagées par les conflits. Mais comme toute guerre, celle-ci eut une fin. Le royaume s'effondra, un autre plia le genou, et enfin une paix fragile s'installa. Les siècles s'écoulèrent et le souvenir des batailles s'effaça peu à peu. Mais la menace n'avait pas disparu. Une nuit, surgissant des entrailles de la terre, des créatures démoniaques apparurent. On les appela les engeances de la nuit. Des monstres aux formes cauchemardesques, vestiges d'un âge ancien où ils dominaient ce monde. Des voyageurs disparurent, des villages furent attaqués, et bientôt, les routes devinrent dangereuses. Les armées des royaumes tentèrent de repousser ces abominations, mais rares furent ceux qui revinrent victorieux, ou même vivants. Ces créatures obéissaient à un être dont le nom seul inspirait la terreur. Ganon, le roi démon, un tyran à la puissance sans égale qui, jadis, avait asservi hommes et fées, les réduisait à l'état de proie. De nouveau, Hyrule sombra dans la peur. Mais un jour, un guerrier se leva. Brandissant une épée de lumière, il affronta le roi démon et le terrassa. Son règne s'acheva dans le fracas d'un dernier combat, et avec lui, l'emprise des ténèbres disparut. Une fois encore, la paix fut restaurée, le temps s'écoula. 1000 ans passèrent, jusqu'à ce jour où notre histoire commence. Dans un village reculé, caché au creux des montagnes, vivaient des êtres appelés hobbits, peuple féerique, habiles bûcherons et artisans. Ils menaient une existence paisible, loin des troubles du monde. Un jour, un voyageur et son jeune enfant traversèrent ces terres, mais leur périple prit une tournure tragique lorsqu'ils furent attaqués par une horde de créatures démoniaques. Grièvement blessés, ils errèrent dans la forêt, aux portes de la mort. Les hobbits les trouvèrent et les recueillirent. L'homme, trop affaibli, ne survécut pas, mais son enfant, lui, s'accrocha à la vie. Il grandit parmi les hobbits, adoptant leurs coutumes, forgeant sa force dans la rudesse de leur labeur. Cet enfant portait un nom qui, des siècles plus tard, résonnerait à travers Hyrule. Son nom était Link. Ceci est son histoire, la légende d'un héros. Partie 1. Le départ. Au cœur du royaume d'Hyrule s'élevait Assam, la plus grande cité de la région. Construite sur les rives d'un large fleuve, elle s'étendait au pied du mont Saint, une montagne sacrée où résidaient les sages. Réputée pour sa splendeur et sa prospérité,
Elle était un carrefour où se croisaient marchands et voyageurs. Les rues d'Assam fourmillaient d'activité. Les cris des marchands résonnaient dans l'air, tandis que les étals croulaient sous des fruits juteux, des viandes fumantes et des étoffes venues de contrées lointaines. Mais ce jour-là, au milieu de l'effervescence, un homme fendait la foule en courant. Son habit de cérémonie, usé et couvert de poussière, contrastait avec l'urgence qui animait sa course. Essoufflé, en sueur, il n'avait d'yeux que pour la silhouette imposante qui dominait la ville, le château d'Assam. Une forteresse colossale, flanquée de hautes murailles et protégée par un large fossé, qui trônait sur la colline surplombant la cité. Son donjon massif, marqué par les siècles, témoignait de la grandeur et de la puissance du royaume. L'homme franchit le pont-levis et s'effondra à genoux devant les gardes postés à l'entrée. « Je demande audience au roi. » Les soldats échangèrent un regard méfiant. L'un d'eux s'éloigna pour transmettre la requête, tandis que le messager attendait, haletant, l'angoisse déformant son visage. Lorsqu'on l'autorisa enfin à entrer, il dut être soutenu jusqu'à la salle du trône, et ses jambes tremblaient sous lui. Une large tache rouge s'étendait lentement sur son flanc. Assis sur son trône, le roi Willem III observait le messager avec gravité. De son regard perçant, il scrutait cet homme à l'agonie. « Il vient du village de Ruka, lui dit-il. Que se passe-t-il » Le messager s'agenouilla, luttant contre la douleur qui crispait ses traits. « Une catastrophe, Majesté. Ruka a été détruit. Des créatures démoniaques ont tout ravagé. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. « Des monstres ?» L'homme hocha difficilement la tête. « Ils servent un être qui se fait appeler Ganon. » Ce seul nom fit frémir l'assemblée. Willem fronça les sourcils. 1000 ans auparavant, le roi démon Ganon avait asservi Hyrule avant d'être vaincu par un héros légendaire. Son nom n'était plus qu'un murmure dans les vieilles légendes. Et pourtant, voilà qu'il ressurgissait. Ganon mène une armée. Il veut la Triforce. À peine ces mots prononcés, le messager cracha un flot de sang avant de s'effondrer, sans vie. L'un des soldats s'agenouilla à ses côtés et, découvrant une épine sombre plantée dans son flanc, blêmit. C'est un croc de Tektite. Un frisson parcourut les rangs des soldats. Les Tektites, arachnides carnassiers, n'avaient jamais été vus dans cette région. Ce n'était pas un simple raid de créatures sauvages. Le roi se redressa d'un bond. « Giuseppe !» Un colosse aux cheveux blancs s'inclina devant lui. Fidèle capitaine de la garde royale, il portait sur son visage les cicatrices de nombreuses batailles. « Le roi démon est de retour, nous devons protéger la Triforce. Où est Zelda ?»« Dans ses appartements, Majesté. » Willem hocha la tête, son regard sombre. « Peu importe ce qui arrive, aucune de ces créatures ne doit atteindre la tour de l'Est. À vos ordres, Majesté. » Mais avant que Giuseppe n'ait pu exécuter l'ordre, un vacarme éclata à l'extérieur. Willem se précipita à la fenêtre et son souffle se coupa. Un immense nuage noir s'élevait des montagnes du nord, s'étirant et avançant à une vitesse effroyable vers la ville. Mais ce n'était pas un simple orage. Un essaim de créatures ailées, des milliers d'engeances de la nuit fondaient sur Assam. « Ils attaquent !» Les soldats se ruèrent à leur poste, tandis que la panique gagnait la ville. Partout, les habitants hurlaient et couraient en tous sens, cherchant un refuge. Les marchands abandonnèrent leur étal, les portes des maisons claquèrent, les fenêtres se barricadèrent à la hâte, mais rien ne pouvait arrêter l'invasion. Les démons plongeaient sur leur proie, emportant des victimes dans les airs. D'autres s'infiltraient dans les maisons, dévastant tout sur leur passage. Les archers du royaume décochèrent une pluie de flèches, mais leurs projectiles ricochaient sur les écailles des monstres, impuissants. Dans la tour de l'Est, Zelda, seule héritière du trône, écoutait le fracas du combat. Elle n'avait que 12 ans, mais son regard était empli de détermination. Dans ses mains reposaient 2 coffrets en bois, refermant des trésors inestimables. La Triforce de la sagesse, la Triforce de la force. Un pouvoir ancien, sacré. Giuseppe surgit dans la chambre, l'épée à la main. « Princesse, nous devons partir !» Mais Zelda secouait la tête. « Je ne fuirai pas !» À cet instant, la porte explosa sous la charge d'un monstre. Giuseppe abattit son épée, taillant dans la chair démoniaque, mais les créatures se déversaient en masse dans la pièce. Soudain, un homme apparut derrière eux. Willem III. Son armure était fendue, son visage grave. Il s'avança lentement vers Zelda, tendant la main vers elle. « Donne-moi la Triforce, je vais la protéger. » Mais une voix l'arrêta net. « Princesse, ne lui donnez pas. » C'était Impa, sa nourrice, surgissant de l'ombre. Zelda tourna un regard incrédule vers son père. Son cœur se serra. Quelque chose n'allait pas. Un sourire anormal déforma les traits du roi. Puis, sous leurs yeux, son corps se transforma, son armure se craquela et tomba en morceaux, révélant une masse de muscles noueux sous une épaisse fourrure sombre.
Son dos se déforma soudainement dans un craquement sinistre, laissant jaillir 2 ailes membraneuses d'une envergure effrayante. Ganon. Dans un éclat de rire sinistre, il se dressa devant eux. « Votre roi est mort. » Giuseppe bondit pour attaquer, mais son épée rebondit sur l'armure démoniaque. D'un geste, Ganon attrapa Zelda et l'arracha du sol. Maintenant, rentrons au château des ténèbres. Ses ailes battirent, soulevant une tempête de vent, et dans un rugissement, Ganon s'envola, emportant la princesse avec lui. Sous eux, Assam brûlait, ses rues noyées sous le chaos. Et lorsque les engeances de la nuit s'élevèrent à sa suite, le silence retomba sur les ruines fumantes du plus grand royaume d'Hyrule. Dans le hameau paisible niché près de la forêt de Starwood, Link menait une vie simple parmi les hobbits. Mais ce jour-là, son destin bascula. Alors qu'il vérifiait ses pièges en forêt, il aperçut une silhouette fuyant à travers les bois, poursuivie par des créatures aux groins porcins et aux armures de cuir, des moblins. D'instinct, Link prit son arc, borda une flèche et décocha un tir précis. Le premier monstre s'effondra, une flèche enfoncée dans son front. Il n'eut pas le temps de pousser un cri, et avec l'agilité d'un écureuil volant, Link bondit d'arbre en arbre, frappant depuis les ombres. Une deuxième flèche atteignit un autre moblin, puis un troisième. Les survivants, pris de panique, battirent en retraite. Une fois le calme revenu, Link rejoignit la femme qu'il venait de sauver. Son corps était marqué de blessures, et une flèche noire était fichée dans sa jambe. Malgré la douleur, elle leva une main tremblante vers le visage du garçon. « Oh, vous !» Ses doigts ridés effleurèrent sa joue, et des larmes roulèrent sur son visage. Link ne comprenait pas encore. Le village se rassembla dans la cabane du doyen. La femme blessée s'appelait Impa. Elle venait du château d'Assam. Mais Assam n'existait plus. Son récit fit frissonner l'assemblée. Ganon, le roi démon, était revenu. Il avait détruit la cité, enlevé la princesse Zelda et s'était emparé de la Triforce de la Force. Mais Impa avait sauvé la Triforce de la Sagesse. Avant sa capture, Zelda l'avait fragmentée en 4 morceaux et cachée aux confins d'Hyrule. Si Ganon mettait la main sur ces fragments, le monde entier sombrerait dans les ténèbres. Le doyen se tourna vers Link. « Link, je veux que tu partes en mission pour retrouver ces fragments. » Le garçon recula, bouleversé. « Quitter le village ? Nous, Hobbits, nous n'avons pas le droit d'entrer dans le monde des hommes. Mais toi, tu es humain. » C'était un destin que Link n'avait jamais envisagé. Cette nuit-là, alors que l'orage grondait au-dessus du moulin, le doyen fit une dernière révélation. Il y a 1000 ans, un héros a combattu Ganon et l'a enfermé. Un guerrier dont le nom fut effacé par le temps, mais dont le sang coule encore en toi, Link. Ce héros, c'était ton ancêtre. Link resta sans voix. Son père n'avait jamais été un guerrier, seulement un voyageur sans histoire. Mais le doyen insista. Le sang du héros coule dans tes veines, Link. Un jour, tu devras affronter ton destin. Il se tourna vers Impa, encore inconsciente. Cette femme portait le dernier espoir d'Hyrule, et c'était à lui d'agir. Le matin venu, Link quitta le village. Il portait son arc, une épée simple, un bouclier de bois et un sac léger. À l'entrée, le doyen et Maya, son amie d'enfance, lui adressèrent un dernier regard. « Sois prudent, murmura-t-elle. » Link hocha la tête, puis s'élança sur le chemin. À l'orée de la forêt, il jeta un dernier regard en arrière. Derrière lui, son village, son foyer. Devant lui, un monde en ruine. Il s'élança vers l'inconnu, vers son destin. Partie 2. Le domaine du mal. Un brouillard épais recouvrait les terres désolées, noyant le paysage sous un voile spectral. Seul Link avançait à travers cette brume oppressante, où même le sol semblait disparaître sous ses pas. Le silence était total, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Après une longue marche incertaine, il tomba sur un vieux panneau de bois, indiquant la direction d'Assam. Mais à peine eut-il poussé un soupir de soulagement qu'un bruit inquiétant surgit derrière lui. Un glissement lourd, visqueux. Avant qu'il ne puisse réagir, une tentacule écarlate surgit du brouillard et s'enroula autour de sa jambe, lui arrachant un cri de douleur. L'acide brûlait sa peau, consumant déjà le tissu de son pantalon. D'un geste vif, il dégaina son épée et trancha l'appendice d'un coup sec. Mais d'autres tentacules s'étendaient déjà vers lui, glissant dans la brume comme des serpents affamés. Au-delà du brouillard, une silhouette monstrueuse apparut. Un Octarok, une créature difforme, au corps globuleux et à la gueule hérissée de crocs, vestige d'un monde englouti par la corruption de Ganon. Autrefois paisibles, ces créatures avaient été transformées en monstres avides de chair humaine. Link tenta de se libérer, mais l'Octarok le tirait vers sa gueule béante, prête à l'engloutir. À quelques centimètres d'être dévoré, il lâcha son épée, saisit une flèche et tira droit dans l'un des yeux luminescents du monstre.
Un hurlement strident déchira la nuit, et les tentacules perdirent leur force. Profitant de l'instant, Link se dégagea et planta son épée dans la chair visqueuse du monstre. D'un ultime spasme, l'Octarok s'effondra dans une flaque de sang noirâtre. Il n'eut pas le temps de reprendre son souffle. D'autres silhouettes rampaient dans le brouillard. Une marée d'Octarok s'avançait, leurs yeux rouges perçant l'obscurité. Puis, soudain, un sifflement strident fendit l'air. Les monstres tirèrent. Des boules de feu bleutées jaillirent de leur bouche, embrasant les arbres et le sol autour de lui. Link se jeta au sol, évitant de justesse l'explosion d'un projectile enflammé. L'air devint brûlant, irrespirable. Il ne pouvait pas combattre ici. Il devait fuir. Sans un regard en arrière, il s'élança à travers la brume enflammée, évitant les tirs mortels qui pleuvaient derrière lui. Son cœur battait à tout rompre. Il traversa un ruisseau glacé, escalada une colline rocailleuse et atteignit enfin un repli sûr. Haletant, il jeta un regard en arrière. Le brouillard semblait avaler les terres derrière lui, mais les Octarok n'avaient pas suivi. Seul à présent, il reprit sa route. 5 jours s'étaient écoulés depuis son départ du village. Et enfin, au bout du chemin, Assam apparut. Autrefois joyau d'Hyrule, la cité n'était plus qu'un squelette abandonné. Des ruines éventrées, des rues désertes jonchées de débris, et partout, des eaux blanchies par le temps. Le château, malgré la destruction, se dressait toujours sur sa colline. C'était ici que Zelda avait vécu. Ici qu'Impa avait fui. Sans hésiter, Link avança vers la forteresse. Il franchit le pont-levis baissé, traversa la cour silencieuse et entra dans le château en ruine. Là, les traces d'un massacre s'étalaient devant lui. Des murs éventrés, des cadavres figés dans l'ombre des colonnes effondrées, du sang séché couvrant les pierres froides. Il s'enfonça dans les couloirs désertés jusqu'à atteindre la grande salle du trône. Et c'est là qu'une présence se manifesta. Dans l'encadrement de la porte, un vieil homme se tenait debout. Une robe noire, un visage austère à moitié dissimulé par une barbe blanche, et des yeux perçants, brillant d'une lueur étrange. Son regard se posa sur Link. Et soudain, ses yeux s'écarquillèrent, comme s'il venait de voir un fantôme. Le prêtre avait les mêmes yeux qu'Impa, ce regard plein d'émotion, de reconnaissance et de regret. Le même regard qu'elle avait eu en posant une main tremblante sur sa joue, en laissant couler ses larmes lorsqu'il l'avait sauvée. La nuit recouvrait la forêt de Starwood d'un voile d'ombre impénétrable. Autrefois, les étoiles parsemaient le ciel et les 2 lunes d'Hyrule baignaient le monde d'une lueur apaisante. Mais depuis l'ascension de Ganon, une obscurité oppressante s'étendait, masquant les astres et étouffant toute clarté. Chaque nuit, le ciel tourmenté semblait se resserrer un peu plus sur le royaume, comme un présage funeste de la catastrophe à venir. Dans le moulin, le doyen veillait sur Impa, dont le sommeil restait agité. Bien que son état fût stable, elle ne s'éveillait toujours pas, prisonnière d'une fièvre tenace. D'un regard distrait, le vieil homme balaya la pièce et remarqua l'absence de Maya. Intrigué, il se leva et sortit sans bruit dans la fraîcheur nocturne. Le village était plongé dans un silence absolu, seulement troublé par le bruissement des feuilles dans le vent glacé. À l'orée de la forêt, près d'une souche massive, il aperçut Maya, assise, fixant l'horizon d'un regard perdu. En s'approchant, il distingua sur son visage les traces de larmes qu'elle n'avait pas cherché à effacer. Ses épaules tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais sous le poids de l'inquiétude. Elle ne bougea pas lorsqu'il s'arrêta à ses côtés. Son chagrin, muet mais profond, se lisait dans la crispation de ses mains serrées sur ses genoux. Il n'était pas nécessaire de poser de questions. Elle pleurait Link. Il s'assit lentement sur une pierre voisine, observant le ciel chargé de nuages. L'absence des étoiles lui parut plus pesante encore en cet instant. Puis, après un long silence, il ferma les yeux et soupira. Tout avait changé depuis le départ de Link. Maya, elle, restait immobile, le regard figé dans l'obscurité. L'évidence qu'elle tentait d'ignorer s'imposa à elle avec violence. Link n'était plus là. Lui qui était toujours au village, insouciant, rieur, défiant le vent et les hauteurs avec l'agilité d'un écureuil, n'était plus qu'une silhouette s'éloignant dans la brume d'Hyrule, un enfant lancé seul vers l'inconnu. Le destin l'avait arraché à leur monde. Une boule de détresse lui serra la gorge. Pourquoi devait-il porter un tel fardeau? Pourquoi lui et pas un autre? Les paroles du doyen résonnèrent dans son esprit. Link n'était pas comme eux, il était humain. Mais même parmi les siens, il portait quelque chose de différent. L'héritage d'un passé lointain, une lignée capable de défier les ténèbres. Le poids de ces mots l'écrasait. Elle ne voulait pas y croire. Elle voulait qu'il revienne, sain et sauf, qu'il revienne en riant, les bras levés au ciel, fier de lui, comme toujours. Qu'ils reviennent, ils disent que tout allait bien, que leur monde n'était pas condamné. Mais si Link échouait, alors il ne reviendrait pas. Un frisson la parcourut. Autour d'elle,
La nuit s'étendait, silencieuse, oppressante. L'obscurité de Ganon s'épaississait encore, rendant le ciel plus lourd, plus lointain. 2 lunes auraient dû briller ce soir, mais elles restaient invisibles, noyées sous une mer de ténèbres. L'équilibre du monde vacillait. Alors elle se promit. Peu importe combien de temps il lui faudra attendre, peu importe combien d'étoiles disparaîtraient du ciel, elle attendrait. Dans les profondeurs du château en ruine, un escalier dissimulé menait au souterrain oublié d'Assam. Jadis, la forteresse regorgeait de passages secrets, de salles cachées connues seulement des initiés. Désormais, ces couloirs baignaient dans l'ombre, l'humidité suintant des murs de pierre brute. Guidé par le prêtre, Link avançait prudemment. Le silence n'était troublé que par le crépitement de la torche et le bruit de leurs pas dans la boue stagnante. Au bout du passage, une lourde porte de bois apparut, rongée par le temps. Le prêtre l'ouvrit sans effort, révélant une immense salle souterraine. Autrefois sanctuaire sacré, ce lieu semblait désormais servir de galerie d'histoire, où fresques, statues et tapisseries couvraient les murs. Link s'attarda sur une tapisserie monumentale, usée, qui relatait le récit des âges passés. On y voyait la naissance du royaume, les guerres anciennes et, enfin, l'ombre d'un mal absolu. Une silhouette colossale dominait la scène, une créature ailée, au croc acéré, entourée d'une armée de monstres ravageant Hyrule. Ganon. Le regard du prêtre s'assombrit lorsqu'il désigna la tapisserie. C'était ainsi que le roi démon avait jadis semé la terreur. Mais un autre détail frappa Link. Un peu plus loin sur la fresque, une figure se dressait face aux ténèbres. Un jeune garçon, arc en main, prêt à décocher une flèche vers le cœur du monstre. Il s'approcha, le souffle coupé. Ce visage, c'était le sien. Un frisson parcourut son échine. Il recula d'un pas, comme si la tapisserie lui renvoyait un reflet qu'il ne pouvait accepter. Le prêtre, lui, ne semblait pas surpris. D'un ton grave, il lui révéla ce que Link redoutait d'entendre. Il n'était pas un simple garçon du village. Il était l'héritier d'une lignée ancienne, celle du héros, qui, 1000 ans plus tôt, avait défié Ganon. La vérité pesait lourd. Il n'était qu'un chasseur, bon à tendre des pièges et à traquer le gibier. Et pourtant, il avait déjà combattu une créature surgie des ténèbres. Une seule, et il avait failli y laisser la vie. Comment pourrait-il combattre un démon dont la simple présence avait réduit Assam à néant? Mais le prêtre était catégorique. C'était son destin. Link se remémora son affrontement avec l'Octarok, cette créature immonde qui avait failli le tuer. Il n'était pourtant qu'au début de son voyage, et déjà il avait dû faire face à une horreur surgie des ténèbres. Combien d'autres monstres tapissaient l'ombre de Ganon? Combien de dangers l'attendaient encore? Face à la tapisserie millénaire, son regard s'attarda sur la silhouette du héros, qui lui ressemblait tant. Il se demandait si cet ancien guerrier avait, lui aussi, ressenti la peur, l'hésitation. Avait-il douté de lui, avant de devenir le sauveur d'Hyrule? Dans la grotte sanctuaire, une torche fut tendue à Link, et un nom lui fut donné. Kashim, l'ermite des montagnes de Wijagmunt. Un homme qui pourrait détenir des réponses, et peut-être même une piste vers la Triforce de la sagesse. Sans un mot de plus, il quitta la cité morte, s'enfonçant dans les plaines battues par le vent. Au même instant, dans les entrailles du repaire de Ganon, Zelda ouvrit les yeux. L'humidité glacée de la pierre la fit frissonner. Elle se redressa, scrutant la grotte où elle était retenue prisonnière. Pas de porte, pas de fissure, rien qui ne laissait entrevoir une issue. Comment avait-elle été enfermée ici? Un sentiment de panique monta en elle. Soudain, une voix se fit entendre, appelant son nom. Une ombre mouvante glissa devant l'unique ouverture de la cellule. Un homme au teint blafard, le visage encadré d'une barbe sombre, la fixait avec intensité. Le comte Ruguel. Sans un bruit, il traversa la paroi comme si elle n'était qu'un mirage, apparaissant devant elle sans que son corps ne rencontre d'obstacle. Il lui assura qu'elle était en sécurité, cachée aux yeux de Ganon. Mais pour combien de temps? Le roi démon ne tarderait pas à la retrouver. Lorsque Zelda fut conduite hors de sa cellule, elle découvrit un édifice caché dans les profondeurs de la terre, où se dressaient des couloirs éclairés par des torches rougeoyantes. On lui prépara un bain dans une salle d'une opulence étrange, aux proportions immenses. Malgré le confort qu'on lui offrait, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle était piégée dans une prison dorée. Elle n'avait aucun moyen de savoir si Ruguel était un ennemi ou un allié. De son côté, Link traversait des terres hostiles. Le plateau rocheux qu'il parcourait grouillait de créatures corrompues par la magie de Ganon. Araignées bondissantes, fleurs carnivores volantes, ombres rampantes, il les évita avec prudence, s'engageant dans des sentiers plus escarpés pour les contourner.
Bientôt, il atteignit un lieu où s'alignaient d'étranges statues guerrières, figées dans une posture menaçante. Dès qu'il effleura l'une d'elles, une détonation éclata, illuminant le ciel d'une lumière aveuglante. Les statues s'animèrent, prenant vie sous ses yeux. 3 d'entre elles fondirent sur lui, leurs lances luisantes prêtes à frapper. Link engagea le combat, mais ses assauts étaient vains contre leur armure d'acier. Une voix inconnue résonna alors dans son esprit, le guidant vers le point faible de ses ennemis. Tirant une flèche, il visa les orbites rougeoyantes des créatures. Une à une, elles s'effondrèrent sous la précision de ses tirs. Mais la bataille laissa des marques. Blessé à la jambe par une lance ennemie, le poison se propageait déjà dans son sang. La voie le guida jusqu'à une source cachée au creux d'un arbre vénérable. Rampant à bout de force, il se laissa tomber dans l'eau sacrée. Une lumière vive s'en dégagea, et lorsqu'il ouvrit les yeux, une petite fée flottait devant lui. Fanny, une fée scellée par la malédiction de Ganon, venait d'être libérée. Elle l'avait guidé ici, et en retour, elle lui offrit son aide. Sa magie guérit ses blessures, lui rendant suffisamment de force pour poursuivre sa route. Désormais accompagné de la fée, Link atteignit la montagne Wijagmunt et la grotte où vivait Kashim. Dans l'ombre de la caverne, un vieil ermite l'attendait. Il connaissait son passé, son destin, et lui remit une arme légendaire, la Lame Blanche, une épée forgée pour vaincre le mal. Link la reçut avec une légère appréhension, mais il savait qu'elle serait essentielle pour ce qui l'attendait. Avant de le laisser partir, Kashim lui donna une nouvelle destination. Près de la ville de Rothenberg, un labyrinthe cachait peut-être un morceau de la Triforce. Pendant ce temps, Zelda, vêtue d'une robe blanche après son bain, fut conduite dans une somptueuse salle où l'attendait le comte Ruguel. Elle lui demanda de l'aider à retrouver la Triforce de la Sagesse, l'artefact qu'Impa avait emporté avant de disparaître. Ruguel promit de faire des recherches, mais Zelda sentait que son destin était désormais lié à cet énigmatique personnage. Un doute subsistait. Jusqu'où pouvait-elle lui faire confiance? Partie 3. Le labyrinthe souterrain des ténèbres. En progressant vers la mer, Link et Fanny aperçurent une ville portuaire nichée dans une vaste baie. L'endroit semblait minuscule et, surtout, désert. À leur arrivée, ils découvrirent une atmosphère pesante et silencieuse. Les quais, habituellement animés, étaient vides. Les bateaux amarrés restaient immobiles, et dans les ruelles pavées, seules quelques ombres furtives disparaissaient aussitôt. L'effervescence propre au port avait laissé place à un calme oppressant. Intrigué par ce silence inhabituel, Link s'approcha d'un vieil homme dans une cabane à bateau, occupé à tresser un filet. Après quelques échanges, il apprit que la ville n'était pas Rothenberg, mais Gurdo. Plus inquiétant encore, la ville vivait sous la menace constante des auras, d'anciennes créatures marines transformées en monstres agressifs sous l'influence de Ganon. Par crainte de leurs attaques, les pêcheurs n'osaient plus prendre la mer, et la ville s'éteignait peu à peu. À la recherche d'informations pour atteindre Rothenberg, Link et Fanny finirent par découvrir un cabaret, seul endroit encore animé. À l'intérieur, une poignée de marins burinés par la mer buvaient autour de tonneaux, échangeant rires et plaisanteries. Dès l'entrée de Link, l'assemblée se tut, brièvement avant de l'interpeller avec rudesse. Lorsqu'il leur demanda le chemin vers Rothenberg, les marins éclatèrent de rire, se moquant de son apparence juvénile et de la présence de Fanny. L'un d'eux, un colosse nommé Greg, lui proposa un défi. S'il parvenait à le battre au bras de fer, il l'emmènerait en bateau vers sa destination. Malgré l'évidente disproportion de force entre eux, Link accepta sans hésiter. Lorsque l'épreuve commença, Greg y mit toute sa puissance, mais le bras de Link ne céda pas. Dans un revirement soudain, le garçon renversa la situation et plaqua la main de son adversaire contre la table, sous le regard stupéfait des marins. L'incrédulité laissa place à la tension, certains refusant de croire à la victoire du jeune voyageur. Pourtant, fidèle à sa parole, Greg calma l'assemblée et accepta d'emmener Link à Rothenberg. Intrigué par la force de ce dernier, il lui confia avoir vu dans ses yeux une détermination hors du commun, une flamme qu'il reconnaissait chez les hommes ayant un destin à accomplir. Le voyage en mer débuta sous un ciel menaçant. À l'horizon, des nuages noirs s'amoncelaient tandis que le vent sifflait à travers les cordages. Greg, le regard figé sur les flots, finit par désigner un point au loin. En approchant, ils aperçurent un bateau partiellement submergé, son mât dépassant des vagues comme le vestige d'un naufrage récent. Plus sinistre encore, un corps flottait face contre l'eau, marqué de profondes blessures. Fanny détourna les yeux, bouleversée. Greg, quant à lui, serra les poings en grondant quelques mots. Les auras avaient encore frappé. Ce nom, il l'avait entendu plus tôt, murmuré par le vieil homme du port. Les auras, autrefois habitants paisibles des profondeurs, ils avaient été pervertis par la magie de Ganon, devenant des créatures hostiles et voraces.
Depuis leur apparition dans ces eaux, la mer était devenue un territoire dangereux. Les bancs de poissons disparaissaient, les navires étaient attaqués, et les pêcheurs n'osaient plus s'aventurer au large. La ville portuaire s'était éteinte, ses habitants cloîtrés chez eux, tandis que les marins désœuvrés cherchaient refuge dans la taverne entre rancœur et résignation. Face à l'épave du bateau éventré, flottant sur une mer tourmentée, Greg resserra sa prise sur la voile, le regard sombre. Contrairement aux autres, il avait choisi de ne pas fuir. Malgré la menace, il tenait bon, fidèle à sa parole. Link observa l'homme quelques instants. Un marin bourru, forgé par les tempêtes, mais dont l'honneur semblait aussi inébranlable que les falaises battues par les vagues. Un respect silencieux s'installa entre eux. Et à l'horizon, sous un ciel d'encre, les eaux de plus en plus agitées, annonçaient l'approche d'un danger invisible. À l'extrême ouest d'Hyrule, le canyon de Garan s'étendait tel un gouffre maudit, une terre désolée où même les oiseaux n'osaient plus voler. Entre ces falaises escarpées, seules des failles toxiques exhalaient un gaz jaune suffocant, corrompant toute forme de vie. Des eaux blanchies parsemaient le sol rocailleux, témoins du sort funeste des imprudents qui s'étaient aventurés dans ce désert de mort. À travers ces paysages hostiles, un groupe d'ombres progressait lentement, drapés de capes, sombres et effilochés. Leurs visages disparaissaient sous de profonds capuchons, ne laissant paraître que deux lueurs rougeoyantes. Ce n'étaient pas des hommes. En tête de leur procession, plus imposant que les autres, marchait un être au masque d'acier, le comte Ruguel. Malgré la nature démoniaque de son peuple, même lui peinait à respirer l'air empoisonné de cette vallée infernale. Devant eux, une grotte béante se dessinait à flanc de falaise. Sans hésitation, Ruguel et ses serviteurs s'y engouffrèrent, progressant à travers des tunnels suintants, bordés de stalactites menaçantes. Dans l'ombre, des essaims de quilles se tapissaient aux parois, leurs yeux luisants d'une lueur malsaine. Mais aucun d'eux n'osa troubler la marche du groupe. Bientôt, un escalier de pierre apparut, s'enfonçant sous terre. Ruguel s'arrêta un instant. Si les paroles de la princesse Zelda disaient vrai, alors la Triforce de la sagesse devait se trouver ici. Un sourire carnassier tordit ses lèvres tandis qu'il s'avançait vers l'obscurité. Les marches le menèrent à une salle souterraine, où trônait un imposant coffre métallique, verrouillé par un cadenas au motif complexe. Avec une lueur bleutée jaillissant de ses doigts, Ruguel réduisit le seau en miettes. Ses mains fébriles soulevèrent le couvercle. Le coffre était vide. Un silence glacé tomba sur la grotte. Puis son expression se tordit en un rictus de rage. Zelda l'avait trompé. Dans un rugissement de colère, il laissa éclater sa véritable nature. Son corps se métamorphosa sous l'effet d'une force impie. Une fourrure sombre recouvrit sa peau, ses oreilles s'allongèrent et d'immenses ailes noires jaillirent de son corps. L'homme n'était plus. Seul restait le roi des ténèbres, le seigneur démoniaque, Ganon. Un rire rauque brisa soudain le silence. Dans l'ombre, une silhouette se dessina, assise contre la paroi rocheuse. Un vieil homme à la longue barbe blanche observait la scène, un sourire narquois flottant sur ses lèvres. Un ermite, reclus dans ses montagnes depuis des décennies. D'une voix éraillée, il railla la folie du démon. Zelda l'avait mené ici, le détournant de la véritable cachette du fragment sacré. Même le roi des ténèbres, dans son arrogance, pouvait être dupé. Furieux, Ganon projeta un torrent de flammes sur l'intrus. Mais le feu traversa la silhouette sans la toucher. L'homme n'était qu'un mirage, une illusion insaisissable. Avant de disparaître, il laissa un dernier avertissement. Persister dans cette quête ne mènerait Ganon qu'à sa propre destruction. Le démon ricana. Il savait de qui parlait l'ermite, un prétendu héros, héritier d'une lignée oubliée. Qu'il vienne, il l'écraserait comme un insecte. Se détournant du coffre vide, il reporta son attention sur son serviteur, Mulch. Impa avait disparu dans la forêt de Starwood. Sa capture devenait prioritaire. Il ordonna d'envoyer des traqueurs pour fouiller chaque recoin de la forêt. Où qu'elle soit, elle livrerait la cachette du fragment manquant. D'un dernier regard vers le coffre vide, Ganon serra les poings, ses griffes entaillant sa propre chair, une fureur sourde enfla en lui, grondante, prête à exploser. D'un geste brutal, il fit s'abattre un torrent de flammes, et en un instant, le coffre ne fut plus qu'un amas de métal fondu, réduisant à néant l'échec qu'il refusait d'accepter. Le bateau de Link accosta sur le rivage du nouveau continent, alors que le soleil déclinait à l'horizon. Le port se situait à quelques pas de la ville de Rothenberg, nichée au pied d'une montagne. Après avoir remercié Greg pour la traversée, Link et Fanny prirent la route en direction de la ville. À mesure qu'ils approchaient, Rothenberg se dévoilait dans la lumière dorée du crépuscule. Ses maisons et ses tours se dressaient fièrement au cœur d'une vaste plaine, témoin d'une prospérité qui rappelait ce qu'Assam avait été autrefois.
avant sa chute. Dans les rues pavées, la vie battait son plein. Les marchands fermaient leurs échoppes, tandis que les voyageurs rejoignaient les auberges pour la nuit. Alors qu'il avançait dans la ville, Link interpella une femme pour lui demander le chemin d'une grotte située aux environs. Son regard se posa sur lui avec une intensité troublante, comme si sa présence éveillait en elle un étrange pressentiment. Avant de partir, elle lui indiqua que la grotte se trouvait à l'est, près d'un grand étang. Puis, sans un mot de plus, elle rejoignit une caravane en partance, laissant Link pensif. L'étrange atmosphère de cette rencontre le hantait encore, alors qu'il se dirigeait vers les marchands pour se ravitailler. Il acheta une grande lanterne et quelques bombes, sacrifiant le peu d'argent qu'il possédait pour ses provisions essentielles. La nuit commençait déjà à tomber lorsqu'il quitta Rothenberg en direction du sentier menant à la grotte. Au bout du chemin, un étang aux eaux cristallines reflétait le ciel obscurci. Jadis, sous un ciel dégagé, il aurait scintillé d'étoiles, mais les ténèbres de Ganon continuaient d'obscurcir la voûte céleste. Au-delà de l'étang, le terrain devint plus escarpé, menant à un massif rocheux où s'ouvrait une caverne béante. Dès qu'il franchit l'entrée, Link remarqua un escalier de pierre plongeant dans les profondeurs obscures. L'atmosphère était lourde, imprégnée d'une présence malveillante qui semblait hanter ces lieux. Il alluma sa lanterne et s'engagea dans les ténèbres. Le souterrain n'était pas une simple grotte naturelle. Ses parois taillées avec une précision géométrique révélaient qu'il s'agissait d'un ancien labyrinthe, conçu par un peuple disparu. Selon les légendes, ces couloirs cachaient de fabuleux trésors, mais aussi d'innombrables pièges mortels. Ce n'étaient plus des humains qui y erraient aujourd'hui. Au détour d'un couloir, une lumière surnaturelle apparut dans l'obscurité. Puis, des formes se détachèrent de l'ombre. Des squelettes animés, des stalfos, armés de longues épées rouillées, s'avançaient lentement en cliquetant sur le sol de pierre. Le combat s'engagea aussitôt. Link frappa, mais sa lame traversa les côtes vides sans infliger de blessure. Il lui fallut ajuster ses attaques, visant les crânes pour mettre fin à l'existence maudite de ces guerriers décharnés. Après un affrontement éprouvant, il parvint enfin à les vaincre, mais son répit fut de courte durée. Un bruit assourdissant retentit dans l'obscurité. Une nuée de Keys surgit des profondeurs, leurs yeux rouges brillant comme des braises. Link brandit son épée et d'un geste précis activa le pouvoir de la lame blanche. Un projectile lumineux jaillit de la lame, fauchant plusieurs créatures. Pourtant, le flot incessant de chauves-souris démoniaques continuait de fondre sur lui. Pris de vitesse, il repéra un mécanisme ouvrant une porte de pierre. D'un geste rapide, il l'activa et se précipita à l'intérieur avant que la nuée ne le submerge. Le silence retomba dans la pièce, exiguë où il venait de s'enfermer. La lumière de la lanterne révéla un squelette gisant au sol. Son corps desséché portait encore une épée à sa ceinture, frappée du blason royal d'Assam. À côté de lui, un morceau de papier froissé attira son attention. En le dépliant, il découvrit une carte détaillée du labyrinthe. Le tracé enchevêtré confirmait la complexité du lieu, et l'idée que cet homme s'était aventuré ici dans un but précis s'imposa immédiatement à son esprit. Ce n'était pas un simple vagabond perdu dans ses ruines. Il avait été un porteur de la Triforce. Si la Triforce de la Sagesse avait été divisée en plusieurs fragments, alors Impa ne les avait peut-être pas transportés seuls. Plusieurs individus avaient sans doute été chargés de leur dissimulation aux quatre coins d'Hyrule. Mais ce guerrier n'avait jamais pu accomplir sa mission. Il s'était enfermé dans cette pièce pour échapper à ses poursuivants. Peut-être s'était-il donné la mort, préférant disparaître plutôt que de révéler son secret sous la torture. Link referma lentement ses doigts sur la carte. Cet homme avait échoué, mais lui pouvait encore réussir. Il poursuivit son exploration du labyrinthe, s'enfonçant dans l'obscurité. Suivant les indications du plan, après de longues heures à parcourir d'innombrables couloirs et salles piégées, il atteignit enfin la plus vaste salle du souterrain. Et là, dans les ombres silencieuses, une présence l'attendait. Sur la place centrale du village, 3 torches illuminaient la silhouette imposante du doyen, dont le long manteau flottait sous les rafales de vent nocturne. Au-dessus des toits, des éclairs déchiraient par intermittence le ciel chargé de nuages sombres, baignant le village d'une lueur éphémère et inquiétante. Le doyen prit la parole d'une voix grave, son ton empreint de solennité. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Link, et Hyrule était encore plus que jamais envahi par les engeances de la nuit. Récemment encore, des voyageurs avaient été attaqués près de la forêt, signe que l'influence de Ganon s'étendait inexorablement. Face à lui, les villageois écoutaient en silence. Certains s'inquiétaient de savoir si la Triforce était réellement la clé pour repousser les ténèbres. Le doyen confirma que c'était la seule voie. Link parcourut Hyrule à la recherche des fragments, mais jusqu'à présent, il n'en avait trouvé aucun. Cependant, une lueur d'espoir subsistait. Après un long sommeil, Impa s'était enfin réveillée. Elle seule connaissait l'emplacement de la Triforce de la Sagesse. Un murmure d'espoir parcourut l'assemblée, bien vite remplacé par une tension palpable. Car si Impa détenait ce secret, Ganon devait aussi être à sa recherche. Si le roi démon trouvait la Triforce avant Link, Hyrule sombrerait à jamais.
Les villageois s'agitèrent, l'angoisse se propageant comme une traînée de poudre. Mais le doyen leva la main, imposant à nouveau le silence. Il leur demanda d'avoir foi en Link. Un frémissement parcourut la foule, puis une vague d'approbation s'éleva. Tous, en chœur, affirmèrent leur confiance en celui qui portait désormais leurs espoirs. Non loin de là, dans le vieux moulin du village, Maya veillait sur Impa, la vieille femme. Bien que réveillée, elle restait encore faible. Son souffle court témoignait du poids des épreuves traversées, et son sommeil restait tourmenté. Chaque fois qu'elle s'agitait, Maya lui rajustait une couverture, s'affairant en silence à préparer un remède. Dans ses songes agités, Impa murmurait un nom. Zelda. Princesse Zelda. Maya se retourna, observant la vieille femme dont les doigts se crispaient sur le tissu. Soudain, Impa ouvrit les yeux, en sursaut, et tenta de se redresser. Maya l'aida à se rallonger, la rassurant du mieux qu'elle le pouvait. Son regard, d'abord hagard, retrouva un semblant de lucidité lorsqu'elle se remémora le garçon qui l'avait sauvé. Elle s'enquit aussitôt de Link, apprenant qu'il était parti en quête de la Triforce pour affronter Ganon. Son visage se referma d'inquiétude. Lui seul pouvait espérer triompher, mais parviendrait-il à franchir les pièges et les dangers qui protégeaient la relique? Maya, sans hésiter, affirma sa conviction. Link en était capable. Le regard perçant d'Impa se fixa sur elle. Ce qu'elle y lut l'apaisa un instant. Puis, soudain, un cri retentit à l'extérieur. Un hurlement déchirant qui résonna dans la nuit. Des bruits précipités, des ordres criés, le sifflement des flèches dans l'air. Maya se figea, son cœur s'emballant d'une sombre intuition. Les poursuivants étaient là. Des pas lourds se rapprochèrent du moulin. L'instant suivant, la porte explosa sous un coup brutal. Des hommes armés envahirent la cabane, leurs lames prêtes à frapper. D'un bond, Maya se redressa, prête à faire face au danger. Un rugissement assourdissant ébranla la vaste salle de pierre, faisant trembler les murs du labyrinthe souterrain. Devant Link et Fanny, un gigantesque dragon à 2 têtes se dressait dans la lumière vacillante de la torche. Son corps était recouvert d'écailles vertes miroitantes, et sa gueule béante exhalait une chaleur suffocante. Des flammes vacillaient entre ses crocs acérés, prêtes à se déchaîner. Link reconnut immédiatement la créature. Gleeok, un dragon légendaire des profondeurs, gardien des ruines oubliées. On disait que son souffle ardent pouvait faire fondre la pierre et que sa force égalait celle des plus grands monstres d'Hyrule. Derrière lui, une porte de métal se dressait, rouillée par le temps. Selon la carte, c'était là que reposait le fragment de la Triforce de la Sagesse. Mais pour l'atteindre, il devrait terrasser Gleeok. Le dragon arqua brusquement ses longs coups et ouvrit ses mâchoires dans un grondement infernal. Un torrent de flammes jaillit, embrasant l'air. Link leva son bouclier, mais la chaleur était insoutenable. Il n'avait pas d'autre choix, il devait se battre. Esquivant de justesse une nouvelle vague de feu, il fonça vers le monstre et abattit sa lame sur son cou. Mais la lame blanche rebondit contre les écailles, incapable de percer cette carapace impénétrable. Un choc titanesque le projeta en arrière. Il roula sous le sol rocailleux, l'air brutalement expulsé de ses poumons. Avant même qu'il ne puisse reprendre son souffle, une boule de feu fendit l'air, frappant l'endroit exact où il se trouvait une fraction de seconde plus tôt. L'explosion projeta des éclats de roche enflammés, brûlant sa peau et lui arrachant un cri de douleur. Il se redressa en hâte et réattaqua, visant une zone où les écailles semblaient plus fines. Cette fois, la lame pénétra la chair du monstre, libérant un sang verdâtre. Profitant de l'élan, Link frappa à nouveau et trancha net l'une des têtes du dragon. Mais la victoire fut de courte durée. Dans une rage incontrôlable, Gleeok projeta un brasier ardent et se rua sur lui. Link tenta de riposter avec une salve de flèches lumineuses, mais alors qu'il attaquait, il ne vit pas le véritable danger. La tête coupée venait de rouvrir les yeux et s'élevait lentement dans les airs. Sans prévenir, elle fondit sur lui avec une vitesse fulgurante. Simultanément, la seconde tête, encore attachée, plongea sur lui. Pris entre 2 attaques, Link n'avait plus d'issue. Un seul choix, sacrifier sa chair pour l'emporter. Les crocs du dragon s'enfoncèrent profondément dans son épaule. Une douleur brûlante lui arracha un cri, mais il serra les dents, et d'un coup sec, abattit son épée, tranchant la dernière tête de Gleeok. Le corps du monstre s'effondra lourdement. Son bras droit, en revanche, était hors d'usage. Le sang coulait abondamment de sa plaie béante, et son souffle devenait erratique. Sa vision se troubla, ses paupières s'alourdissaient. À ce rythme, il allait mourir. Fanny savait qu'il existait un moyen de le sauver, en transformant de l'eau pure en élixir de vie. Elle pourrait guérir sa blessure, mais encore fallait-il en trouver. Guidée par son instinct, elle repéra une source derrière la porte en métal. À l'aide de la lame blanche, elle pulvérisa l'obstacle et pénétra dans une salle étroite où un mince filet d'eau souterraine s'écoulait paisiblement. Elle lutta pour transporter la gourde jusqu'à la source, la remplit à moitié, puis murmura une incantation sacrée. L'eau se mit à briller d'une lueur surnaturelle. Le voyage du retour fut éprouvant. Tirant la gourde bien plus grande qu'elle, Fanny mit plusieurs minutes à rejoindre Link. Lorsqu'elle arriva enfin à son chevet, il était presque inconscient.
Elle écarta ses lèvres et lui fit boire quelques gorgées du précieux liquide. D'abord il toussa, puis peu à peu sa peau reprit des couleurs, et le flot de sang s'arrêta. Son corps entier fut envahi par une chaleur bienfaisante, et il rouvrit les yeux, stupéfait. Sa blessure avait complètement disparu. Il se redressa lentement, encore étourdi par ce miracle. Derrière la dépouille du dragon, une lueur dorée attira son regard. Sur un piédestal de pierre, baigné par un mince cours d'eau, reposait un petit fragment triangulaire, brillant d'un éclat ancien. D'une main encore tremblante, Link le saisit. Il tenait enfin le premier fragment de la Triforce de la Sagesse. Mais alors qu'il contemplait l'artefact, un détail lui sauta aux yeux. Près du piédestal, une ouverture béante s'enfonçait dans la pierre. En se penchant, il aperçut une eau cristalline au fond d'un puits. Pourquoi un tel passage existait en ce lieu oublié? Fanny, elle, semblait savoir. Elle commença à réciter une incantation ancienne. D'un coup, une lumière jaillit du puits, illuminant la pièce d'un éclat pur. Puis, sous une pluie d'éclats scintillants, plusieurs petites silhouettes ailées émergèrent lentement, virevoltant dans les airs. Les fées, les sœurs de Fanny, emprisonnées dans ce sanctuaire depuis des siècles, étaient enfin libres. Elles entonnèrent un chant cristallin, un hymne d'espoir qui résonna dans toute la caverne. Elles leur ouvraient un chemin. Suivant leur lueur, Link et Fanny quittèrent le labyrinthe, le fragment de la Triforce fermement serré entre ses doigts. La nuit s'embrasait sous l'assaut des ténèbres. Le village de Starwood, habituellement paisible, était devenu un champ de bataille où l'acier rencontrait la chair, où les hurlements de douleur se mêlaient au crépitement des flammes. Tout avait commencé dans la cabane du moulin. Les assaillants, vêtus de capes noires, avaient fait irruption, leurs lames luisant sous la lueur tremblotante de l'âtre. Leur regard avide s'était aussitôt tourné vers la vieille nourrice Impa. Ils étaient venus la capturer. Maya ne leur en laissa pas le temps. Saisissant une épée posée près de l'âtre, elle s'était interposée sans hésiter, affrontant ces hommes dont l'odeur et la démarche trahissaient leur véritable nature. D'un coup sec, elle avait abattu l'un d'eux, et au moment où son sang bleuté s'était répandu sur le plancher, les masques étaient tombés. Les Moblins révélèrent leur véritable visage. Leurs muscles se tordirent sous leur peau, leurs museaux s'allongèrent et leurs crocs se dévoilèrent dans un rictus carnassier. Riant de la témérité de la jeune fille, ils fondirent sur elle dans un chaos de griffes et de lames. Mais Maya n'était pas une simple villageoise. Rapide et précise, elle para les attaques, esquiva les coups et frappa avec une force inattendue. Chaque geste était calculé, chaque mouvement visait un point vital. Un à un, elle les tailla en pièces, couvrant le sol de leur corps inerte. Mais le dernier Moblin était un colosse. L'affrontement fut plus rude, sa force brute surpassait la sienne, et peu à peu, il la repoussa jusqu'à ce qu'elle se retrouve acculée contre un meuble. Son regard chercha désespérément une issue, puis elle avisa le mortier rempli de poudre médicinale sur la table voisine. Dans un geste vif, elle le saisit et projeta son contenu en plein visage du monstre. L'assaillant hurla, aveuglé par la poudre irritante. C'était l'occasion rêvée. D'un bond, Maya récupéra son épée et planta la lame au cœur du Moblin. La pointe ressortit par son dos, et après quelques soubresauts, il s'effondra dans un râle. Le combat était terminé. Mais l'horreur ne faisait que commencer. Maya attrapa une arbalète accrochée près de la sortie et quitta précipitamment la cabane. À l'extérieur, le village entier était en proie au chaos. Les flammes dévoraient les toits de chaume, projetant des lueurs sanglantes sur les rues jonchées de cadavres. Les créatures, libérées de toute contrainte, saccageaient tout sur leur passage. Des villageois tentaient de fuir, d'autres se battaient avec désespoir, mais tous étaient condamnés. Dans cette marée de violence, Maya scruta l'horizon, cherchant Impa du regard. Puis elle la vit, recroquevillée derrière un empilement de tonneaux, tremblante et perdue. La nourrice semblait submergée par l'horreur qui l'entourait. Sans hésiter, Maya courut vers elle. Impa était en larmes. Elle murmurait des excuses entrecoupées de sanglots, tourmentée par la destruction qui ravageait le village par sa faute. Mais Maya n'avait pas le temps de s'apaiser. Elle passa son bras autour de ses épaules et l'entraîna vers la sortie du village. Les rues qu'elle traversait n'étaient que désolation. Les ombres des monstres ondulaient entre les flammes, traquant les survivants restants. Et c'est alors qu'elle le vit. Près d'une torche renversée, un corps gisait sur le sol. Le doyen du village. Un javelot traversait sa poitrine. Maya s'arrêta net, le cœur broyé par une douleur soudaine. Le vieillard ouvrit faiblement les yeux. Son regard, voilé de douleur, se posa une dernière fois sur Maya. Il tenta de lever une main tremblante, mais ses forces l'abandonnaient déjà. Sa voix n'était plus qu'un murmure, un souffle luttant contre l'oubli. « Link, il faut le retrouver, la Triforce de la Sagesse. » Il inspira difficilement et dans un dernier effort acheva. « Elle est... » Mais aucun son ne suivit.
Son regard se vida, et sa main retomba, inerte. Maya retint un cri, ravagée par la douleur, mais elle n'avait pas le luxe du chagrin. Elle reprit Impa par le bras et se remit à courir. Elles quittèrent le village en flammes et s'enfoncèrent dans la forêt. Les ténèbres les engloutirent. Derrière elles, Starwood brûlait. Partie 4. L'épreuve. Le lendemain soir, Link et Fanny regagnèrent le port après avoir quitté Rothenberg. Sur le quai, Greg les attendait comme promis, amarrant son bateau sous la lueur du crépuscule. Lorsqu'il les aperçut, sains et saufs, il ouvrit grand les bras et étreignit Link avec force, soulevant presque le garçon du sol. Puis, ses yeux se posèrent sur l'éclat doré du fragment de la Triforce de la sagesse que Link tenait précieusement entre ses mains. Son expression s'assombrit. Un des compagnons pêcheurs lui avait raconté avoir aperçu un soldat transportant un objet semblable. Cela s'était passé sur le plateau de Lémur, au centre d'Hyrule, parmi les ruines d'une civilisation ancienne disparue. Si le soldat en question était l'un des hommes d'Impa chargés de cacher les fragments de la Triforce, alors le second fragment devait se trouver là-bas. L'épreuve de Link ne faisait que commencer. Greg hissa la voile et détacha les amarres. Sous la brise du soir, le bateau fendit les vagues, s'éloignant lentement du rivage. À l'ouest, le soleil déclinant embrasait le ciel d'un rouge ardent, projetant ses reflets flamboyants sur la mer d'encre. Le regard fixé sur l'horizon, Greg rompit le silence. Il était un homme de la mer, vivant au rythme des flots, détaché des affaires de la terre ferme. Mais même lui voyait que le monde sombrait peu à peu dans la folie. Les auras, devenus des monstres, attaquaient les bateaux et pillaient les prises. Plus rien n'était normal. Link, pensif, ne répondit pas immédiatement. Il n'était qu'un garçon du village, plongé malgré lui dans une guerre qui le dépassait. Il ne savait pas s'il pouvait réellement remettre ce monde sur le droit chemin, mais si son destin était de vaincre le roi démon, alors il l'acceptait. Greg sourit sous sa barbe touffue. Il avait cru voir en Link un simple gamin, mais il se trompait. Ce garçon avait quelque chose en lui, une prestance, un don peut-être. Un jour, il deviendrait quelqu'un d'extraordinaire. Un éclat fugace de fierté traversa le regard de Link, mais son expression se figea soudain. Des ombres noires flottaient à la surface des vagues. Des silhouettes aux yeux luisants, perçant l'obscurité comme des éclats de phosphore. Des visages couverts d'écailles, aux tempes ornées de nageoires, émergeaient doucement des flots. Puis l'une d'elles ouvrit une gueule hérissée de crocs acérés. Des auras. Sans le moindre avertissement, une pluie de sphères luminescentes fendit les ténèbres, zébrant l'air d'éclats aveuglants. Leur trajectoire imprévisible rendait l'esquive presque impossible. Greg et Link se baissèrent juste à temps pour éviter la première salve. Mais déjà, d'autres projectiles suivaient, fendant l'air dans une traînée aveuglante. Ces sphères de lumière étaient plus que de simples attaques magiques. C'étaient des décharges de plasma, capables de percer le métal et d'embraser tout ce qu'elles touchaient. Link s'empara immédiatement de son arc et visa l'un des auras. Mais avant qu'il ne décoche sa flèche, la créature disparut sous l'eau. Ils étaient bien trop rapides. Un nouveau tir traversa la nuit. L'une des sphères toucha Greg de plein fouet. Un cri de douleur fusa. Greg, projeté en arrière, lutta pour rester debout alors qu'une flamme bleutée dévorait son dos. Ses vêtements se consumaient, la peau en dessous rougeoyant sous l'intensité du feu. Le marin bascula par-dessus bord et disparut dans les vagues. Le cœur battant, Link dégaina son épée. D'un geste vif, il libéra une rafale de lumière qui frappa l'un des auras en pleine tête. Le monstre explosa en une gerbe d'écailles avant de couler dans les abysses. Les autres hésitèrent. Puis, terrifiés par cette riposte fulgurante, ils plongèrent à leur tour, disparaissant dans l'obscurité. Sans attendre, Link jeta son épée et plongea. Sous la surface, il aperçut Greg couler lentement, inconscient. Mais ce qui le terrifia davantage, c'était que malgré l'eau qui l'enveloppait, son dos continuait de brûler. Brassant furieusement les flots, Link attrapa Greg sous les bras et remonta avec difficulté vers la surface. Une fois à bord, il le hissa sur le pont et appela aussitôt Fanny. « L'eau de vie, vite !» La petite fée versa quelques gouttes du liquide miraculeux sur les lèvres du marin. D'abord, rien ne se passa. Puis Greg toussa faiblement, et la couleur revint peu à peu sur son visage. Ses paupières frémirent, et enfin, il ouvrit les yeux. Lorsqu'il aperçut Link, un sourire fatigué étira ses traits. Il le saisit alors dans une étreinte puissante. Il était en vie, grâce à lui. Link baissa la tête, gêné par les louanges, mais Greg insista. Il n'était peut-être pas encore un héros, mais il en avait l'étoffe. Un jour, il accomplirait des exploits que personne n'oublierait. Et si jamais il avait besoin d'aide, alors Greg, son vieux Greg, serait toujours là. Zelda rêvait. Un garçon au visage éclatant de vitalité lui souriait. Il portait un chapeau vert en pointe, un arc et des flèches accrochées à son dos, et une épée bien trop grande pendait à sa ceinture. Sur son épaule, une fée voltait doucement. Dans son rêve, elle appela son nom, un nom qu'elle n'avait pourtant jamais entendu.
Link. Une chaleur douce envahit son cœur. Ce garçon, c'était lui, l'héritier du héros de la légende, sa réincarnation, le seul capable de vaincre le roi des ténèbres, Ganon. Elle voulait le voir, vite. Zelda ouvrit brusquement les yeux, haletante. Autour d'elle, de hautes fenêtres ornées de vitraux s'élevaient jusqu'au plafond. Le sol était recouvert d'un tapis rouge, d'un rouge profond, inquiétant, presque semblable à du sang. Elle reconnut l'endroit. Un immense lit au drap de soie, des meubles d'un luxe extravagant, un large miroir accroché au mur. Son reflet lui renvoyait l'image d'une jeune femme pâle, aux joues creusées par l'épuisement. Son rêve, que signifiait-il? Puis la réalité la rattrapa. Ruguel, l'homme qui l'avait emmené ici, séduisant en apparence, charmeur et habile dans ses discours, mais derrière son masque de courtoisie, Zelda avait perçu cette lueur sombre, ce feu dissimulé sous des paroles mielleuses. Il était parti pour le canyon de Garan, dupé par une fausse piste concernant la Triforce. Mais s'il revenait vivant, il ne lui laisserait plus aucun répit. Elle connaissait son sort. Si elle ne pouvait ni se défendre ni fuir, il ne lui restait qu'une ultime option. Ôter elle-même sa propre vie, avant que son honneur ne soit souillé. Lentement, elle posa les pieds sur le sol glacé et observa la pièce. Aucune porte. Elle se figea. C'était absurde. Elle était entrée ici par une porte, elle le savait. Mais à l'endroit où elle se trouvait auparavant, il n'y avait désormais qu'un mur blanc, lisse et impénétrable. Ruguel avait-il le pouvoir de faire disparaître les passages? Une magie si terrifiante était-elle possible? Elle s'approcha du mur, posa sa main sur la surface froide et dure. Il était bien réel. Puis elle tapa légèrement du bout des doigts. Un bruit sourd résonna. Les forces la quittèrent, et elle s'effondra contre la paroi, les larmes aux yeux. Elle devait fuir avant son retour. Mais comment? Elle ferma les yeux. Elle avait déjà traversé un mur auparavant, lorsqu'elle avait suivi Ruguel dans cette étrange salle remplie de tableaux. Si elle l'avait fait une fois, elle pouvait le refaire. Le mur n'existe pas. Il y a une porte, un passage vers le couloir. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, une ouverture était là. Un véritable passage, net, défini. Elle s'élança, son cœur battant à tout rompre. Mais en un battement de cils, le passage disparut. Seul le mur demeurait, froid, immobile. Zelda s'arrêta net, la main tendue vers l'illusion évanouie, une vague de désespoir la submergeant. Elle devait recommencer. Inspirant profondément, elle ferma à nouveau les yeux. Le mur n'existe pas. Il y a une porte. Lorsqu'elle les rouvrit, le passage était là. Un couloir s'étendait devant elle, faiblement éclairé par des chandeliers muraux. Ne pas se précipiter. Elle avança lentement, retenant son souffle. Un pas, puis un autre. Elle franchit l'ouverture. Aucune résistance. Lorsqu'elle se retourna, la pièce où elle avait été enfermée était encore visible. Puis, dans un silence absolu, le mur se referma, effaçant toute trace du passage. Mais elle était libre. Son cœur s'emballa. Il fallait fuir. Mais où? Elle ne connaissait rien de la structure de ce château maudit. Chaque couloir pouvait être un piège, chaque détour une impasse. Et surtout, il y avait les monstres. Les couloirs devaient être infestés de créatures à la solde de Ruguel. La probabilité d'atteindre la sortie vivante était infime. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait essayer. Les hautes terres de Lémur s'étendaient au centre d'Hyrule, un paysage désolé et inhospitalier, où la nature elle-même le semblait hostile. De gigantesques pics rocheux se dressaient comme des lames acérées, tandis que des arbres morts, blancs et tordus, s'agrippaient aux pentes arides. Çà et là, d'énormes blocs de pierre volcaniques jonchaient le sol, comme abandonnés par une force chaotique. Au cœur de cet environnement impitoyable, un unique sentier serpentait entre les montagnes, tracé par le passage du temps et des voyageurs égarés. Ce chemin étroit, sinueux comme un serpent de pierre, était la seule voie pour atteindre leur destination. Link et Fanny progressaient en silence. L'atmosphère pesante de ces terres sauvages leur imposait une prudence instinctive. Trop de choses s'étaient produites en peu de temps, et leur voyage ne faisait que commencer. Devant eux, l'inconnu s'étendait, semé d'embûches et de dangers tapis dans l'ombre. Pourtant, au milieu de ses pensées, une image réconfortante persistait. Le souvenir du rire franc et chaleureux de Greg, ce pêcheur au grand cœur. Link se promit de garder cette image en lui, comme une lueur dans l'obscurité de son périple. L'ascension se poursuivit jusqu'à ce qu'une silhouette émerge de la brume nocturne. Une ville en ruine se dressait devant eux, vestige d'un temps oublié. Des colonnes brisées s'étendaient parmi les bâtiments effondrés, témoignage silencieux d'une civilisation disparue. C'était là que, selon les dires de Greg, le second fragment de la Triforce avait été dissimulé. Link posa le pied sur l'ancien pavé de la ville.
avançant prudemment entre les gravats. Un cimetière apparut bientôt sur son chemin, un champ funéraire où des pierres tombales blanches se dressaient dans un silence immobile. Mais ce qui attira immédiatement leur attention, ce fut ces lueurs étranges flottant au-dessus des sépultures. Des flammes pâles ondulaient lentement de l'obscurité, dérangeantes et hypnotiques. Link s'approcha prudemment, s'interrogeant sur l'origine de ce phénomène. Un simple jeu de lumière sur des gaz souterrains, une illusion naturelle. Il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Une des flammes se mit soudain à bouger, s'élevant doucement avant de prendre forme. Bientôt, d'autres suivirent, se condensant en silhouettes humaines, drapées de longs manteaux blancs à capuche. Elles flottaient au-dessus du sol, leurs visages flous, tournés vers les intrus. Les esprits du cimetière s'éveillèrent. L'un après l'autre, ils tournèrent leur visage indistinct vers Link, leur orbite creuse traversée d'une lueur glaciale. Un souffle spectral parcourut le champ funéraire, comme un murmure venu d'un autre monde. Link dégaina son épée, prêt à se défendre. Mais ses attaques traversèrent les spectres sans leur causer le moindre mal. Les génies, gardiens de ce lieu oublié, resserrèrent leur cercle autour de lui, leurs visages livides illuminés d'une lueur surnaturelle. Des griffes fantomatiques se tendirent vers lui, des bouches s'ouvrirent dans un silence glaçant. Se repliant d'un bond, Link chercha désespérément une issue. Fanny, perchée sur son épaule, s'accrocha fermement à lui, tandis qu'il reculait sous l'avancée inexorable des esprits. Dans un mouvement brusque, elle perdit l'équilibre et alla se poser sur une pierre tombale voisine. Aussitôt, celle-ci bascula. Une dalle de pierre glissa, révélant une ouverture béante dans le sol. Un escalier de pierre s'enfonçait dans les profondeurs, dissimulé sous la tombe. Un passage souterrain. Sans hésiter, Link s'y engouffra. Fanny plongea à sa suite. Derrière eux, la pierre tombale reprit sa place, refermant l'entrée dans un bruit sourd. Les génies s'arrêtèrent net. Un instant, ils planèrent autour du sépulcre, indécis. Puis, lentement, ils se dissipèrent dans la nuit, sous forme de flammes bleues. Dans l'obscurité totale du souterrain, Link se fraya un chemin à tâtons, jusqu'à ce qu'il trouve une bougie. Il l'alluma d'un geste précis. Une lumière fragile vacilla, révélant les murs étroits du passage souterrain. C'est alors qu'un grondement sourd retentit. L'air se chargea d'une odeur âcre et fétide. Link et Fanny se figèrent, le cœur battant. Quelque chose d'énorme se tapissait dans l'ombre. Une masse se mouvait lentement, projetant une silhouette monstrueuse sur la paroi. Une carapace lisse et massive, un museau cornu, une créature nocturne, aveuglée par la lumière soudaine. Un Dodongo. Un grondement sourd retentit, suivi d'un souffle fétide, chargé de cendres et de soufre. Le sol trembla sous le pas pesant de la bête. Son museau cornu se tournant lentement vers Link, la gueule entr'ouverte, laissant entrevoir des crocs aussi longs que des dagues. Puis, dans un grondement féroce, il chargea. Link bondit en arrière juste à temps. Les murs tremblèrent sous l'impact du monstre. Il se redressa précipitamment et s'élança à travers les galeries, poursuivi par la bête déchaînée. Le sol vibrait sous ses pas, chaque foulée de la créature ébranlant les fondations du souterrain. Dans un ultime effort, il bifurqua brusquement vers un embranchement. Trop massif pour changer de trajectoire à temps, le Dodongo s'écrasa de plein fouet contre un mur. Un fracas assourdissant résonna, et une pluie de rochers s'abattit sur le monstre, l'ensevelissant sous les gravats. Link et Fanny reprirent leur souffle, mais un rugissement tonitruant les fit sursauter. Dans une explosion de poussière, le Dodongo se dégagea des décombres, plus furieux que jamais. Ses yeux rouges brillaient d'une lueur meurtrière. Il reprit sa charge. Link jeta son regard paniqué autour de lui. Aucune échappatoire. Le monstre était trop rapide. Alors, il avisa son sac. Fanny y plongea et en ressortit une petite sphère noire. Une bombe. Sans hésiter, elle l'alluma et la jeta en direction du monstre. Le Dodongo, attiré par l'objet, l'engloutit d'un seul coup. Un silence tomba. Puis, son ventre enfla brusquement. Une fumée blanche s'échappa de sa gueule. L'instant d'après, il s'effondra lourdement sur le sol. Link s'approcha prudemment. Fanny, toujours perchée sur son sac, observa la scène. Le Dodongo était immobile. Il était mort. Un soupir de soulagement s'échappa de leurs lèvres. L'épreuve n'était pas terminée, mais ils avaient survécu. Devant eux, les couloirs du souterrain s'étendaient encore, sombres et mystérieux. Le fragment de la Triforce les attendait quelque part, caché dans ses entrailles oubliées. Link et Fanny progressaient difficilement dans les profondeurs du labyrinthe, piégés dans un enchevêtrement de couloirs identiques. La carte, censée les guider, s'était révélée inutile après leur fuite désordonnée face au Dodongo. Désorientés, ils ouvraient des portes au hasard, tombant à chaque fois sur des monstres grouillant de toutes parts. Chaque affrontement leur coûtait du temps et de l'énergie. Finalement, après une longue errance, ils atteignirent enfin le cœur du labyrinthe. Un mur massif bloquait l'accès à la dernière salle.
À court d'options, Link plaça une bombe contre la paroi et recula. L'explosion dégagea un passage, révélant une vaste pièce faiblement éclairée par des torches vacillantes. Au centre, une silhouette se tenait immobile. Un vieil homme, vêtu d'une robe rouge, les observait, une lueur mystérieuse dans le regard. Sa longue barbe blanche et son crâne chauve reflétaient les lueurs dansantes du feu. Il appartenait visiblement au même ordre que les sages rencontrés précédemment. Un gardien des secrets d'Hyrule. Après un moment d'observation, il tendit une petite boîte en bois à Link. À l'intérieur, une pierre dorée en forme de tétraèdre reposait, brillant d'un éclat surnaturel. Lorsqu'il la reprocha du fragment déjà en sa possession, les deux morceaux s'assemblèrent en une seule entité, émettant une lumière intense. Link fixa la Triforce recomposée, hypnotisé par sa puissance. Fanny, perchée sur son épaule, semblait elle aussi fascinée par l'éclat mystique de l'artefact. Le vieil homme expliqua alors la particularité de l'objet. Jusqu'ici, seules les princesses de la lignée de Zelda avaient pu toucher la Triforce sans l'aide d'un écrin protecteur. Pourtant, Link le tenait à main nue, preuve que la relique l'avait choisi comme porteur. Il était digne de son rôle, qu'il le veuille ou non. Un instant plus tard, la paroi rocheuse face à eux s'illumina brusquement. Une image apparut, nette, comme une projection cinématographique. Une image apparut, nette. Un long couloir, faiblement éclairé par des torches, s'étendait sous leurs yeux, baigné dans une atmosphère oppressante. Au bout de ce passage, une jeune fille vêtue d'une robe blanche avançait à pas hésitants, l'inquiétude marquant ses traits. Link la reconnut immédiatement. Cette vision faisait écho à un rêve qu'il avait fait peu de temps auparavant. Le souffle court, Link fixa l'image qui s'effaçait lentement. Ce n'était pas un simple rêve. C'était un appel, une voix muette qui transcendait le temps et l'espace. Lui et Zelda, leurs âmes étaient liées, comme celles du héros et de la princesse depuis des millénaires. Elle était en fuite, mais ignorait où elle se trouvait. Pour la retrouver, il devrait maintenir ce lien fragile et suivre les indices qu'elle lui enverrait inconsciemment. L'image se dissipa lentement, s'évaporant dans la pénombre. Il ne pouvait pas attendre plus longtemps. Le sage lui indiqua sa prochaine destination, la ville de Sargos, où un autre fragment de Triforce était dissimulé. La mission était claire, le temps comptait. Sans perdre un instant, Link porta à ses lèvres la flûte que lui avait remise le sage. Un vent puissant s'éleva aussitôt, les enveloppa et les projeta hors du labyrinthe. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, l'air frais de la nuit les accueillit. Devant eux s'étendait l'immense plaine d'Hyrule, baignée dans la rosée nocturne. Sous un ciel d'encre, la plaine d'Hyrule s'étendait, balayée par une brise glaciale. Dans ce silence pesant, seul résonnait le grincement assourdissant de roues sur le sol rocailleux. 3 grandes charrettes avançaient lentement sur la route désertique, tirées par des bœufs massifs. Les conducteurs, robustes et vigilants, scrutaient l'horizon à la lueur tremblotante des lanternes suspendues à leurs véhicules. Derrière eux, les passagers, cachés sous des bâches épaisses, dormaient d'un sommeil inquiet, bercés par le balancement monotone du convoi. Soudain, le conducteur de tête repéra d'étranges lueurs à l'horizon. Des points lumineux bondissaient sur le sol, dans un mouvement erratique. Rapidement, ils se multiplièrent, s'approchant du convoi à une vitesse alarmante. Les hommes en alerte comprirent aussitôt. Une horde de Tektites fonçait droit sur eux. Ces créatures arachnides, aux crochets venimeux, étaient redoutées dans les contrées désertiques d'Hyrule. Les bâches des charrettes se soulevèrent brusquement. Des hommes armés d'arcs et d'épées émergèrent, prêts à défendre leurs proches. Tandis que les premières flèches transperçaient les globes oculaires des assaillants, d'autres monstres bondirent sur le convoi, évitant habilement les lames et cherchant à mordre leur proie. Un des bœufs s'effondra, terrassé par le poison d'un Tektite, paralysant l'ensemble du convoi. L'attaque s'intensifiait. Chaque combattant tombé laissait place à une marée toujours plus menaçante d'ennemis. Alors que l'issue semblait fatale, un galop retentit depuis une colline voisine. Dans un nuage de poussière, une cavalière fendit la nuit. Maya, la jeune fille hobbit, accompagnée de la nourrice Impa, surgit des hauteurs et fonça vers le convoi en détresse. D'un geste vif, elle saisit son arbalète, arma 3 carreaux et tira en pleine course. 3 Tektites s'effondrèrent aussitôt. Sans ralentir, elle rechargea et décocha une seconde salve, abattant avec une précision redoutable plusieurs créatures supplémentaires. Son intervention galvanisa les survivants. Ragaillardis par cette soudaine lueur d'espoir, ils reprirent leurs armes et lancèrent une contre-offensive. Le combat, bien que bref, sembla durer une éternité. Finalement, après un dernier affrontement acharné, les Tektites encore en vie battirent en retraite, disparaissant dans l'obscurité. L'attaque avait laissé des pertes parmi les voyageurs. Mais grâce à Maya, la plupart avaient survécu. Alors que le silence retombait sur la plaine, la brise nocturne emporta avec elle les cendres du combat. Épuisés par l'affrontement, les voyageurs s'effondrèrent sur place, cherchant à reprendre leur souffle après l'attaque des Tektites. Maya dirigea son cheval vers eux,
son regard scrutant la caravane pour évaluer l'état des survivants. Parmi eux, un homme, probablement leur chef, se redressa avec difficulté et s'approcha, son expression empreinte de gratitude. Les voyageurs descendirent un à un des charrettes, inclinèrent la tête en signe de remerciement. Ils expliquèrent qu'ils venaient du village de Lannes et proposèrent de partager un repas en guise de reconnaissance. Maya accepta volontiers, consciente que la fatigue et la faim pesaient lourdement sur leurs épaules après ce long périple. Alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre le campement improvisé, une femme surgit de la foule. Ses longs cheveux noirs, encadrant un visage bouleversé, contrastèrent avec l'éclat métallique d'un large bracelet à son bras. À l'évocation du village des Hobbits et du garçon qu'elle recherchait, son regard s'agrandit sous le choc. Elle affirma avoir rencontré un jeune voyageur correspondant à cette description à Rothenberg, un garçon prénommé Link. Ce nom sembla raviver en elle un torrent d'émotions, et des larmes perlèrent sur ses joues. Impa, attentive, remarqua aussitôt le bracelet qu'elle portait, un artefact guerrier, témoin d'une lignée de combattants. Sans un mot, la femme, prénommée Diane, le détacha lentement avant de le tendre. Elle voulait que son fils le reçoive. Maya, comprenant l'importance de cette rencontre, proposa immédiatement à Diane de les accompagner pour retrouver Link à Rothenberg. Mais la femme refusa. Il lui restait quelque chose à récupérer au village de Lannes, un dernier objet qu'elle devait transmettre à son fils. Maya insista alors sur l'importance de ne pas se manquer. Si elles se rendaient toutes deux à Rothenberg, elles risquaient de s'y croiser sans jamais se retrouver. Elle proposa donc un plan. Diane attendrait leur retour à Lannes, tandis que Maya et Impa retrouveraient Link pour l'y conduire. Le chef de la caravane s'approcha, proposant aux voyageuses de se reposer dans les charrettes, où un feu les attendait pour leur offrir un repas chaud. Maya jeta un regard à sa monture, dont les flancs soulevés témoignaient de l'épuisement. Depuis leur départ de l'Émule, elles avaient chevauché sans relâche, traversant les terres hostiles d'Hyrule sans accorder de répit à leur corps meurtri. L'invitation était plus que bienvenue. Dans la nuit glaciale, alors que le silence retombait enfin sur la plaine, Maya et Impa suivirent les voyageurs jusqu'au cœur du campement, là où une chaleur réconfortante les attendait. Zelda avançait sans relâche dans un couloir aux détours innombrables, semblable à un labyrinthe. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle marchait, ni si elle n'avait pas déjà emprunté ces passages à plusieurs reprises. Pourtant, elle continuait sa progression avec une détermination inébranlable. Un chandelier pris sur un mur éclairant faiblement son chemin. L'air glacial et pesant amplifiait le silence absolu qui régnait en ces lieux, rendant l'atmosphère d'autant plus oppressante. Cet endroit était-il vraiment la forteresse du roi démon Ganon ? Aucun monstre, aucun bruit de rat, pas la moindre présence vivante ne troublait ce vide angoissant. Finalement, elle atteignit un escalier et s'y engagea rapidement. Après l'avoir gravi, elle poussa une porte rouillée qui dévoila un tout autre décor. Devant elle s'étendait une vaste galerie bordée d'innombrables colonnes. Le sol de marbre poli reflétait des dorures complexes, tandis que de grandes fenêtres laissaient entrer une lumière pâle. Zelda traversa la salle et s'approcha d'une des ouvertures pour observer le paysage. Le jour s'était levé, révélant un château perché à une hauteur vertigineuse. Dominant des montagnes acérées, l'édifice, ancien et délabré, portait les marques du temps. Abandonnée sur son sommet rocheux, elle se pencha doucement. Elle se pencha légèrement contre le rebord de la fenêtre, observant l'abîme en contrebas, lorsqu'une rafale de vent vint soulever ses cheveux. Soudain, une voix résonna derrière elle. Elle se retourna brusquement. Là, immobile, se tenait le comte Ruguel, drapé dans un long manteau noir, son visage émacié et ses yeux creux la fixaient intensément. « Où pensez-vous aller, ô radieuse princesse ?» Un sourire tordu se dessina lentement sur ses lèvres. Link s'éveilla en sursaut. Encore secoué par son rêve, la sueur perlait sur son front, et, en regardant ses paumes, il constata les marques laissées par ses ongles enfoncés dans sa peau durant son sommeil. Il se leva et ouvrit les rideaux de la fenêtre, découvrant la ville animée de sagos en contrebas. Le soleil pâle filtrait à travers un ciel voilé, projetant une lumière diffuse sur les rues bondées de marchands et de voyageurs. Se sentant reposé, il vérifia son équipement avant de réveiller Fanny, encore profondément endormie. Une fois prêts, ils descendirent dans une taverne pour prendre un repas. À une table voisine, des chasseurs discutaient bruyamment des dangers grandissants dans la région. L'un d'eux évoqua la présence de monstres près de la montagne de la mort, et mentionna l'existence d'un vieux château à proximité. Ces paroles firent immédiatement écho au rêve de Link, et il comprit que ce lieu pourrait être lié à Zelda. Décidé à s'y rendre sans attendre, il quitta la taverne et se dirigea vers un magasin d'armes. Le propriétaire, d'abord méfiant, refusa de le servir en raison de son jeune âge. Mais en apprenant qu'il comptait affronter Ganon et sauver la princesse, son attitude changea brusquement. Impressionné, il lui fournit 3 bombes, un carquois rempli de flèches et lui offrit un aiguisage complet de son épée blanche, qui s'était émoussée à force de combat.
En guise de dernier cadeau, il lui remit un boomerang magique, un artefact redoutable contre les monstres. Reconnaissant, Link quitta la boutique avec un sentiment nouveau, celui d'être reconnu comme un véritable héros par certaines personnes. Désormais équipé, il prit la route vers le nord en direction de la montagne de la mort. L'épreuve finale l'attendait et il savait que son voyage approchait de son dénouement. Partie 5. Retrouvailles. Avant de quitter la ville de Sagos, Link et Fanny se rendirent à une source située en périphérie. Fanny utilisa un sort pour libérer des fées enfermées dans l'eau. L'une d'elles leur indiqua qu'un labyrinthe souterrain se trouvait au-delà de la forêt noire, sous un arbre mort qu'il fallait brûler. Ils prirent la route à travers cette forêt lugubre, où la lumière du soleil ne perçait pas à travers les conifères denses. L'atmosphère y était glaciale, saturée d'une présence maléfique. En chemin, ils furent attirés par des piates, des créatures volantes au corps gluant et aux pétales tranchants. Link, plus expérimenté que jamais, les élimina sans difficulté. Une fois sortis de la forêt, ils trouvèrent l'arbre mort désigné par la fée. Après l'avoir aspergé d'huile et enflammé, ils révélèrent une ouverture menant à un escalier de pierre. Le passage s'ouvrait sur un gouffre d'ombre, où l'air moite et vicié portait l'écho lointain de murmures indistincts. L'escalier de pierre s'enfonçait dans les entrailles de la terre. Chaque marche craquelait, semblant promettre une descente sans retour. Le labyrinthe était un enchevêtrement complexe de tunnels sombres, avançant à la lumière vacillante d'une chandelle. Link et Fanny se heurtèrent à un groupe de wizrobes, des sorciers drapés de haillons qui tentèrent de les paralyser avec leur magie. Bien que touché par un sort, Link utilisa son boomerang magique pour neutraliser 2 d'entre eux, tandis que le dernier prit la fuite. Grâce à l'eau-de-vie de Fanny, il retrouva l'usage de son bras gauche avant de poursuivre son exploration. Après de longues recherches, ils atteignirent la dernière salle du labyrinthe, dont l'entrée était barrée par une immense porte de fer rouillé. En tentant de l'ouvrir, ils déclenchèrent une terrible menace, une plante carnivore gigantesque aux mâchoires métalliques articulées, capable de trancher la pierre. Link réagit rapidement en utilisant une bombe qui explosa sous le monstre et le réduisit en lambeaux. Une fois le danger écarté, ils entrèrent dans la salle du trésor. Sur l'estrade centrale, là où devait reposer le fragment, il n'y avait rien. Un vide glacial s'installa dans la poitrine de Link. Quelqu'un était passé avant eux. Dans le silence pesant du donjon, tous deux restèrent interdits, ne sachant que faire. Le vent marin, chargé d'embrun, soufflait sur la ville côtière de Gurdo, lui conférant une atmosphère morose et désertique. Les barques abandonnées échouées sur la plage et les filets desséchés accrochés aux cabanes de pêcheurs témoignaient de l'abandon progressif du lieu. Maya et Impa avançaient lentement sur leur monture, ayant quitté la caravane un peu plus tôt dans la journée. L'esprit de la jeune fille était envahi de préoccupations. Link était-il arrivé sain et sauf au village de Lan? Sa mère l'avait-elle retrouvé? Pourtant, elle ne pouvait s'attarder sur ses pensées. Son objectif était clair, retrouver Link au plus vite. Dès leur arrivée en ville, elles remarquèrent que l'activité était quasi inexistante, à l'exception d'une taverne bruyante et animée. Elles franchirent le seuil de l'établissement et furent aussitôt happées par le tumulte des conversations, les éclats de rire gras et le vacarme des chopes de bière heurtant les tables en bois. Des hommes robustes, tatoués, disputaient des duels de bras de fer. Des hommes robustes, tatoués, disputaient des bras de fer, tandis que d'autres levaient des verres dans une euphorie bruyante. Leur présence ne passa pas inaperçue. L'agitation diminua peu à peu, et des regards curieux se tournèrent vers elles. Un colosse chauve, plissant le nez avec méfiance, rompit le silence en les interrogeant sèchement sur la raison de leur venue. Maya, imperturbable, s'avança d'un pas assuré et déclara qu'elle cherchait un garçon qui était passé par Gurdo. D'abord amusés, certains hommes tentèrent d'en faire un jeu, suggérant qu'elle devait prouver sa force dans un duel de bras de fer pour obtenir des informations. Mais leur plaisanterie fut interrompue par une voix grave et puissante. Un homme massif s'avança d'entre les marins, Greg, le pêcheur robuste qui avait accompagné Link. Il écarta sans ménagement ses compagnons et planta son regard dans celui de Maya, avant d'affirmer qu'il savait pertinemment qui elle cherchait. L'espace d'un instant, Maya sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Enfin une piste tangible, une certitude. Elle échangea un regard avec Impa, et toutes deux comprirent sans un mot. Elle touchait au but. Elle n'avait même pas besoin de poser la question. Cet homme connaissait Link, et pouvait leur indiquer sa destination. À l'évocation du nom du garçon, l'atmosphère dans la taverne changea du tout au tout. Les hommes, d'abord goguenards, adoptèrent une attitude plus respectueuse. Certains semblaient même impressionnés par le fait que Maya et Impa étaient proches de Link. Maya, quant à elle, ne s'attendait pas à voir son ami susciter un tel respect chez ces hommes rudes et endurcis. Greg, de son côté,
ne semblait pas réticent à leur prêter main forte. Il était le seul à savoir où Link s'était rendu, et il leur assura qu'il pouvait les conduire jusqu'à lui. Dans une vaste salle, illuminée par d'innombrables chandeliers, les ombres dansaient au rythme de la lumière vacillante. De hauts vitraux teintaient les lieux de couleurs irréelles, projetant des reflets mouvants sur l'assemblée réunie. Devant l'autel, des créatures de toutes formes et tailles s'étaient massées en silence, les yeux rivés sur une stèle en forme de coffre. Allongée sur cette stèle, une jeune fille vêtue de blanc reposait sans un souffle. La princesse Zelda. Une silhouette sombre psalmodiait une incantation puissante. Le comte Ruguel, ou plutôt, le roi des monts Ganon lui-même. À mesure que ces paroles résonnaient dans la nef, l'assemblée entonna un chant envoûtant, amplifiant la magie dans l'air. Brusquement, toutes les chandelles fixées au mur s'éteignirent à l'unisson. Dans la pénombre qui s'installa, une image floue se dessina au-dessus du corps inanimé de la princesse. L'assemblée frissonna d'excitation. Mais d'un geste impérieux, Ganon imposa le silence. L'image devint plus nette. Un jeune garçon apparaissait, avançant à travers une terre désolée, une petite fille perchée sur son épaule. Les pupilles incandescentes de Ganon se rétrécirent en fente haineuse. Un grondement sourd monta de sa gorge. Ce garçon, il était le même. Il portait le même regard, la même lueur dans les yeux. Il était la réincarnation de celui qui, jadis, l'avait condamné aux ténèbres. Il n'y avait plus de doute. Cet enfant était la réincarnation du héros. Alors, dans un murmure presque irréel, la princesse Zelda, toujours plongée dans un état second, prononça un seul nom. Les yeux de Ganon brillèrent d'une lueur sinistre. Après 2 jours de voyage, Maya, Impa et leur groupe, guidés par Greg, atteignirent enfin Cathédore, une petite ville nichée au cœur des montagnes. Derrière elle, la montagne de la mort dressait ses falaises abruptes, formant un rempart naturel menaçant. Si la route n'avait guère affecté Maya ou Greg, elle avait en revanche épuisé la vieille nourrice. Par égard pour elle, ils décidèrent de s'arrêter pour la nuit, malgré leur impatience à poursuivre leur quête. À leur arrivée, Maya sentit la fatigue peser sur ses épaules. Depuis la destruction de son village et la mort brutale du doyen qui l'avait élevée, elle n'avait connu que la fuite et le combat. Pourtant, elle n'avait jamais versé une larme devant les autres. Alors qu'ils attachaient leur cheval derrière l'auberge, Greg interpella un chasseur dans la rue, espérant obtenir des nouvelles. Il décrivit un garçon vêtu d'un bonnet vert, armé d'une épée, d'un arc et d'un bouclier. L'homme ouvrit de grands yeux avant de pointer l'autre côté de la rue. Au même instant, Link arrivait en ville. Un silence s'installa. Greg, d'abord incrédule, laissa échapper quelques mots. Leur recherche venait de prendre fin. Dans la chambre de l'auberge, Link retrouva Maya et Impa avec un soulagement sincère, ainsi que Greg, qu'il ne s'attendait pas à revoir si tôt. La conversation fut animée, mais rapidement l'atmosphère s'assombrit. Maya lui annonça la nouvelle qu'il redoutait. Le doyen était mort. Un poids s'abattit sur lui. Il serra les dents, accablé par la culpabilité. Mais avant qu'il ne sombre davantage dans le chagrin, Greg l'attira dans une étreinte puissante, ébouriffant ses cheveux et lui rappelant qu'un héros ne devait pas pleurer. Link détourna le regard, murmurant qu'il n'en était pas un. Pas s'il n'avait pas su protéger son village. Puis Maya lui révéla une autre vérité bouleversante. Elle avait rencontré sa mère. Sous le choc, Link réalisa qu'il l'avait déjà croisée, sans le savoir, dans la ville de Rothenberg. Elle lui avait confié un bracelet que Maya lui passa autour du poignet. Diane l'attendait au village de l'âne. Elle avait quelque chose d'important à lui remettre. Le cœur serré, il peinait à assimiler cette information. Il n'avait aucun souvenir de sa mère, et pourtant, entendre ce simple mot ravivait une douleur enfuie. Mais avant qu'il ne puisse songer à la rejoindre, Impa prit la parole, pointant la forêt et la rivière Luda visible par la fenêtre. Elle lui expliqua que le 4e fragment de la Triforce se trouvait dans une forteresse cachée au-delà de ses eaux. Bien que Link n'ait pas encore trouvé le 3e fragment, il ne pouvait pas laisser Ganon s'emparer du moindre morceau. Déterminé, il annonça son départ. Greg lui proposa de l'accompagner, mais Link refusa. Cette épreuve était la sienne. Alors, dans un geste à la fois amusé et sincère, Greg lui tendit une bouteille de vin pour lui donner du courage. Link la prit, sans trop savoir quoi en faire. Après tout, il n'était même pas encore majeur. En suivant la rivière à travers la forêt, Link affrontait un froid de plus en plus mordant. Tandis qu'il avançait sur le sentier escarpé menant à la montagne, Fanny, trop sensible au froid, s'était réfugiée dans son sac. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent un ancien site en ruine. Parmi les vestiges de temples et de murs effondrés, un large socle de pierre trônait au centre d'une esplanade. Dès que Link s'en approcha, le bracelet qu'il portait se mit à luire. L'instant d'après, la pierre glissa lentement, révélant une ouverture menant sous terre.
Le garçon s'engagea dans le passage, torche en main, et s'enfonça dans un réseau de couloirs souterrains. Mais à peine eut-il atteint une pièce traversée par un canal que l'air se chargea d'une énergie oppressante. Une main spectrale surgit alors du mur, cherchant à le saisir. Link bondit en arrière. Il connaissait ces créatures. Des mains du mur. Des monstres qui tentaient d'attraper les intrus pour les projeter hors du donjon. S'échappant de justesse, il erra dans les corridors jusqu'à déboucher dans une vaste salle évoquant une ancienne chapelle. Un autel central surplombait des canaux d'eau sinueux, mais il n'était pas seul. Devant lui se dressait un monstre immense, une sphère orange gigantesque dotée d'un œil unique, irradiant d'une aura maléfique écrasante. Link tenta une attaque avec son boomerang, mais l'arme rebondit sans le moindre effet. C'est alors qu'un phénomène inattendu se produisit. Fanny, qui avait bu le vin offert par Greg pour se réchauffer, s'envola du sac en titubant, visiblement ivre. Elle voltigea mollement au-dessus du monstre, qui la fixa aussitôt dans son énorme œil. Soudain, prise de panique en réalisant le danger, la petite fée se jeta sur Link et lui tendit la flûte que leur avait donnée le sage Kazim. Selon elle, la créature, un Dédogda, était vulnérable au son magique. D'abord sceptique, Link finit par porter l'instrument à ses lèvres et en joua une mélodie vibrante. Aussitôt, sous leurs yeux, le Dédogda se ratatina comme un ballon se dégonflant. Le Degdoda, selon elle, la créature, un Degdoda, était vulnérable au son magique. D'abord sceptique, Link finit par porter l'instrument à ses lèvres et en joua une mélodie vibrante. Aussitôt, sous leurs yeux, le Degdoda se ratatina comme un ballon se dégonflant, jusqu'à ne plus faire que la taille d'un rat. Privé de son pouvoir, il tenta de s'enfuir en rampant, mais Link l'écarta d'un coup de pied sans hésiter. Le calme retombait, il s'avança vers l'autel et ouvrit le coffret posé dessus. À l'intérieur, une pierre dorée en forme de pyramide scintillait. Le troisième fragment de la Triforce de la Sagesse. Triomphant, Link le rapprocha des deux autres qu'il possédait déjà. Dans un éclat lumineux, les fragments s'imbriquèrent parfaitement les uns aux autres. Mais quelque chose clochait. Le quatrième fragment, censé se trouver dans un autre labyrinthe, n'était pas là où il aurait dû être. Un dernier morceau manquait encore, et il allait devoir le retrouver ailleurs. Dans la salle obscure du rituel, la voix de Ganon résonnait, grondante de rage. Sous son apparence du comte Ruguel, le roi des ténèbres observait la vision, projetée au-dessus du cercle d'invocation. Link venait d'obtenir son troisième fragment de la Triforce. C'est à cet instant qu'il comprit la manœuvre habile d'Impa. La Triforce de la Sagesse avait été divisée et dispersée à travers Hyrule, une précaution qui retardait sa mainmise sur l'artefact sacré. Dans un geste brutal, il balaya l'air et fit disparaître la vision d'un coup. Son visage tordu par la fureur, tout près, sur l'autel du rituel, Zelda dormait paisiblement, son expression sereine trahissant une connexion spirituelle avec Link. Sans doute le voyait-elle en rêve. Mais Ganon savait que ce garçon finirait par rassembler les 4 fragments, et lorsqu'il réussirait, il deviendrait une menace à ne pas sous-estimer. À ses côtés, Murti, un de ses plus fidèles serviteurs, s'inclina respectueusement et demanda ce qu'il convenait de faire de la princesse. Après un instant de réflexion, Ganon prit sa décision. Zelda devait être enfermée. Il ordonna qu'elle soit transportée jusqu'au sommet de la tour Nord, un lieu reculé et inaccessible où elle ne pourrait plus s'échapper. Puis, sans un mot de plus, il se détourna et quitta l'hôtel. Sa cape sombre ondula dans l'ombre tandis qu'il disparaissait dans les profondeurs de la forteresse. Lorsque Link revint à Gurdo, le soleil venait tout juste de disparaître derrière l'horizon. Maya, Greg et les autres l'attendaient à l'auberge, soulagés de le voir revenir sain et sauf. Mais le temps pressait, et aucun répit ne lui était accordé. Il devait repartir immédiatement vers le village de l'âne, où l'attendait sa mère, avant d'entreprendre l'ascension vers les ruines du château sur la montagne de la mort. Sans hésiter, Maya lui tendit les rênes d'un cheval, une monture robuste qui lui permettrait d'atteindre l'âne bien plus rapidement. Elle lui confia également son arbalète, insistant sur son utilité dans les dangers à venir. Link accepta ses présents avec gratitude avant de monter en selle. D'un simple mouvement, il trouva aussitôt son équilibre. Lui qui avait grandi parmi les hobbits, habitué à chevaucher les shaks, ces grands oiseaux terrestres, mais en comparaison, un cheval se révélait plus stable et bien plus rapide. Dans une dernière recommandation, Maya lui donna rendez-vous à Millet, où il devait se retrouver d'ici un jour. Puis, sans plus attendre, il talonna sa monture. Le cheval bondit en avant et s'élança à vive allure, soulevant des nuages de poussière sur son passage. Maya et Greg suivirent sa silhouette du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse au loin, filant à travers les collines et les vallées. Au cœur d'une nuit glaciale,
Link chevauchait sans relâche, porté par l'excitation et l'impatience. Le vent sifflait violemment à ses oreilles, et Fanny, perchée sur son épaule, peinait à s'accrocher. Mais rien ne pouvait ralentir sa course. Il allait enfin revoir sa mère. À l'aube, il atteignit le village de Lann, blotti entre les montagnes. L'odeur des soupes matinales flottait dans l'air, tandis que les premiers habitants sortaient de chez eux pour commencer leur journée. Au loin, devant une humble maison, une femme puisait de l'eau au puits. Le bruit des sabots attira son attention. Lorsqu'elle leva les yeux vers le cavalier qui s'approchait, elle se figea. Le seau qu'elle tenait glissa de ses mains et tomba lourdement au sol. « Link !» Mère et fils se précipitèrent l'un vers l'autre et s'étreignirent avec force au milieu du chemin. Mais bientôt, Diane recula légèrement et plongea son regard dans celui de son fils. Il n'était plus l'enfant qu'elle avait quitté autrefois. Après un instant de silence, elle lui annonça qu'elle avait quelque chose d'important à lui remettre. Elle disparut un instant dans sa maison et revint avec un carquois long et fin, rempli de flèches aux pointes d'argent. Ce sont les flèches d'argent, un héritage ancestral. Seules elles peuvent vaincre le roi du mal, Ganon. Link observa ces flèches avec gravité. « Tu es le pourfendeur des ténèbres, ajouta Diane, d'une voix douce mais résolue, tout comme tes ancêtres, tout comme toi-même avant même ta naissance. Combat avec honneur. » Prenant le carquois avec respect, Link passa la sangle sur son dos et hocha la tête. « Je vaincrai Ganon et je reviendrai ici, je te le promets. » Diane lui adressa un sourire serein. « Je t'attendrai, Link. » Sans un mot de plus, il remonta en selle. Alors que le matin étendait ses premiers rayons dorés sur la plaine, il fit pivoter son cheval et lança un dernier regard à sa mère. Il pressa les rênes et s'élança à travers les vastes étendues. Derrière lui, les villageois rassemblés autour de Diane observaient en silence son départ. Au sommet d'une colline, Link arrêta un instant son cheval et fixa le village de Lann, comme pour graver cette image dans sa mémoire. Puis un sourire lui échappa. Fanny, nichée dans son sac, perçut son trouble. Elle s'adressa à lui, mais il ne répondit pas. D'un geste brusque, il serra les rênes et fit accélérer son cheval. C'est alors qu'une vision fulgurante s'imposa à son esprit. Une tour imposante perchée au sommet d'un vieux château dominait un précipice vertigineux. À l'intérieur, une jeune fille en robe blanche, prisonnière, se tenait immobile. Zelda. L'image éveilla en lui une angoisse oppressante. Quelque chose n'allait pas. Une menace pesait sur la princesse. Une urgence qu'il ne pouvait ignorer. Lorsque la vision s'évanouit, une seule certitude subsista. Il n'y avait plus de temps à perdre. Sans hésitation, il tira sur les rênes de sa monture, détournant sa route vers le nord. Son objectif initial, la quête des fragments restants de la Triforce, s'effaça devant une priorité absolue, atteindre la montagne de la mort avant qu'il ne soit trop tard. Le vent glacial fouettait son visage alors qu'il poussait son cheval au galop, ignorant la fatigue et le froid mordant. À ses côtés, Fanny l'accompagnait toujours, fidèle alliée dans ce périple qui s'annonçait plus périlleux que jamais. À l'horizon, la silhouette titanesque et menaçante de la montagne de la mort se dessinait dans la brume. Son sommet cachait sans doute le dernier obstacle qu'il lui faudrait affronter. Partie 6. L'ultime combat. Link gravissait un sentier escarpé, son cheval progressant prudemment sur un sol gelé et glissant. De chaque côté, des falaises abruptes s'élevaient, puis le paysage s'ouvrit soudain sur une vaste plaine creusée par le passage d'anciens glaciers. Le vent glacial lui fouettait le visage, tandis que Fanny, frigorifiée, s'était blottie au fond du sac à dos. Le chemin serpentait, devenant de plus en plus dangereux. Bordé par un gouffre béant, après une montée exténuante, Link aperçut enfin une forteresse gigantesque à l'horizon, hérissée de tours imposantes et protégée par d'épais remparts. Lorsqu'il atteignit le sommet du col, un pont suspendu apparaissait au-dessus du vide. Au centre du passage, un vieil homme vêtu d'une robe rouge l'attendait en silence. Encourageant sa monture apeurée, Link avança prudemment jusqu'à lui. À hauteur du sage, il ralentit et l'observa. L'homme, le visage bienveillant, se présenta comme Gashim, un autre membre de l'ordre des anciens, et déclara qu'il lui offrait un dernier cadeau. De son dos, il tira une immense épée dorée, scintillant d'une lumière éclatante. Il s'agissait de la lame magique, une arme légendaire imprégnée d'un pouvoir divin. Aucun sortilège ne pouvait l'affecter, aucune armure ne pouvait lui résister. C'était l'épée du véritable héros. Link s'en saisit avec précaution, admirant son éclat, puis leva un regard interrogateur vers le sage. Gashim révéla alors que l'ordre avait toujours su où se trouvait Ganon. Mais tant que Link n'avait pas atteint un niveau suffisant,
il n'aurait eu aucune chance de le vaincre. Son périple avait été volontairement retardé, afin qu'il grandisse en force et en sagesse. Cependant, un problème demeurait. La Triforce de la sagesse n'était pas encore complète. Mais Link ne doutait plus, rien ne l'arrêterait. Il vaincrait Ganon, quoi qu'il arrive. Satisfait par cette réponse, Gashim disparut lentement, lui confiant le destin d'Hyrule. Sans attendre, Link reprit la route, traversant le pont suspendu. L'ultime bataille l'attendait. Link traversa le pont suspendu, dont les cordages usés grinçaient sinistrement sous les sabots de son cheval. Devant lui, les lourdes portes du château, faites de bois ancien, étaient légèrement entr'ouvertes, comme si elles l'invitaient à entrer. L'air était saturé d'une énergie oppressante, et un frisson parcourut son échine. Il murmura pour lui-même, le cœur battant d'impatience. Dans un élan déterminé, il franchit l'entrée. La vaste cour intérieure s'étendait devant lui, entourée de remparts colossaux qui projetaient de longues ombres menaçantes. L'atmosphère y était pesante, empreinte de l'aura maléfique du roi démon. D'un geste vif, Link sauta à terre, attacha son cheval à un anneau fixé au mur, puis échangea son épée blanche contre la lame magique que lui avait confiée le sage. Dès qu'il posa la main sur sa nouvelle épée, celle-ci réagit instantanément à l'énergie obscure qui imprégnait l'endroit. Sa lame émit une lueur éclatante, presque aveuglante, comme si elle était tissée de lumière pure. Sans perdre une seconde, Link se prépara au combat. Repérant une ouverture percée dans l'un des remparts, il s'y engouffra sans hésiter. Dans l'obscurité glaciale d'une pièce austère, Zelda ouvrit lentement les yeux. L'endroit était dépourvu de toute décoration, avec des murs nus et un plafond sombre. Seul un mince rayon de lumière filtrait à travers un vitrail poussiéreux, couvert de toiles d'araignée. Assise sur son lit rudimentaire, elle repassa en mémoire le rêve qu'elle venait de faire. Un garçon, Link, rassemblant les fragments de la Triforce, avançait inexorablement vers elle. Il était celui que les légendes annonçaient, l'héritier du héros, celui qui affronterait le roi du mal, Ganon. Mais que pouvait-elle faire, enfermée ici, impuissante? Si elle ne pouvait pas s'échapper, elle refusait d'être un fardeau pour le héros. Son regard se porta vers la grande porte de fer, verrouillée. Aucun espoir de sortir par là. Il ne restait qu'une seule option, la fenêtre. Son regard se porta vers la grande porte de fer, verrouillée. D'un geste résolu, Zelda attrapa une chaise et l'abattit contre le vitrail. Un fracas assourdissant résonna dans la pièce, et un vent glacial s'engouffra par l'ouverture béante. S'approchant du rebord, elle observa l'extérieur. Tout autour du château, des sommets escarpés s'étendaient à perte de vue, mais en contrebas, un précipice vertigineux. Les remparts descendaient en pente douce avant de s'interrompre brutalement au-dessus d'un torrent tumultueux. Les éclats de verre brisés chutèrent, disparaissant dans les flots en contrebas. La tour où elle se trouvait était l'une des plus hautes du château. À côté, d'autres tours similaires s'élevaient le long des fortifications. Si elle voulait fuir, c'était maintenant. Elle posa un pied tremblant sur le rebord, cherchant un appui précaire sur une légère saillie dans la pierre. À sa gauche, une liane épaisse serpentait le long du mur. Si elle pouvait s'y agripper. Un coup de vent brutal remonta du ravin, gonflant sa robe comme une voile. Le danger était bien réel, mais Zelda n'avait pas le choix. Elle inspirait profondément, s'accrochant à la liane avec toute la détermination qu'elle pouvait rassembler. Dans une taverne animée de la ville de Myre, proche de la montagne de la mort, Greg, Maya et Impa poursuivaient leur recherche du dernier fragment de la Triforce. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne parvenaient pas à le localiser. Link, qui devait les retrouver ici, restait introuvable. 1 jour et demi s'était écoulé, et son absence prolongée commençait à peser sur l'atmosphère. Maya et Impa, inquiètes, scrutaient sans cesse l'entrée de la taverne, espérant voir surgir le jeune héros. Greg, fidèle à lui-même, tentait de les rassurer d'un rire tonitruant, affirmant que Link était plus coriace qu'il n'y paraissait. Mais au fond de lui, un mauvais pressentiment s'installait. Et si le garçon s'était précipité vers le château sans attendre d'avoir réuni la Triforce complète? Plongé dans ses pensées, il prit une gorgée d'alcool fort, laissant la brûlure lui descendre dans l'estomac. C'est alors qu'il remarqua l'homme affalé sur le comptoir voisin. Sa tenue et la garde de son épée portaient un blason familier. Greg fronça les sourcils. Cet homme était un ancien soldat d'Assam. L'homme, ivre, tenait devant lui un petit coffret en bois, comme s'il l'avait oublié là. Lorsqu'il sentit le regard pesant de Greg, il sursauta et s'en empara brusquement, prêt à fuir. D'un geste rapide, Greg le saisit par l'épaule et le ramena vers lui avec une poigne de fer. Le soldat s'effondra sous le poids de la culpabilité. En larmes, il avoua qu'il avait reçu la mission de cacher le fragment dans un labyrinthe. Mais
Pris de peur, il avait envisagé de le vendre plutôt que de risquer sa vie. Pourtant, il n'avait jamais pu se résoudre à commettre cet acte. Au moment où Maya et Impa entrèrent dans la taverne, la vieille nourrice reconnut immédiatement le soldat. « Raoul, est-ce bien toi ?» Le soldat s'effondra à genoux, honteux, et tendit le coffret d'un geste tremblant. « Voici la Triforce. » Impa, avec une bienveillance infinie, le remercia pour avoir protégé le fragment jusqu'à ce jour. Elle prit le coffret et en souleva délicatement le couvercle. Aussitôt, une lumière éclatante jaillit, inondant la pièce. Maya se jeta instinctivement contre Greg, qui l'enveloppa de ses bras robustes pour la protéger. Les clients de la taverne, surpris, détournèrent le regard. Mais Impa, elle, garda les yeux grands ouverts. À travers cette lumière divine, une vision se dessina. Dans un couloir sombre, Link avançait prudemment, seul. Dans sa main brillait une épée étincelante, illuminant les ténèbres d'un éclat doré. Impa sentit son cœur s'arrêter un instant. Aucun doute possible, Link s'était rendu au château de la Montagne de la Mort. Dans la taverne, la lumière du fragment de la Triforce s'éteignit lentement, laissant place à une atmosphère lourde de tension. Tous avaient aperçu la vision de Link, avançant prudemment dans l'ombre du château. Autour de lui, tapis dans l'obscurité, des centaines de créatures aux yeux luisants guettaient chacun de ses mouvements. Un frisson parcourut l'assemblée. Greg se redressa brusquement, son poing s'écrasant contre le comptoir dans un bruit sourd. Son regard s'illumina d'une détermination sans faille. Sans hésitation, il tendit la main et s'empara du coffret contenant le précieux artefact. Il savait ce qu'il devait faire, apporter à Link le dernier fragment de la Triforce, afin qu'il puisse affronter Ganon avec toute la puissance nécessaire. Maya, aux côtés de la nourrice, fit un pas en avant. Ses traits étaient tendus, ses poings serrés, mais Greg posa une main ferme et protectrice sur son épaule. Elle resta figée un instant, son regard oscillant entre inquiétude et résignation. Sans un mot de plus, le colosse glissa le coffret sous son bras. Il lança un dernier regard à ses compagnons. Un sourire fugace traversa son visage avant qu'il ne tourne les talons. L'instant d'après, sa silhouette massive disparaissait dans la nuit glaciale, s'élançant vers la montagne de la mort, déterminée à retrouver Link. L'intérieur du château exhalait une aura maléfique oppressante. Chaque pas résonnait dans les couloirs obscurs, où l'air semblait chargé d'une lourdeur surnaturelle. L'épée magique que tenait Link diffusait un éclat pur, repoussant temporairement les ténèbres environnantes. Mais ce fragile équilibre fut rompu lorsqu'une vague de miasmes noirs jaillit de l'ombre derrière lui. Avant même de pouvoir réagir, une horde de créatures massives émergea des ténèbres. Armées de boucliers et d'épées, elles se dressaient telles des remparts vivants. C'étaient des Tartnaks, des guerriers redoutables, plus dangereux encore que les moblins ordinaires. Leur armure noire luisait sous la lumière vacillante des torches. L'un d'eux bondit. Link frappa instantanément, portant un coup fatal. Mais déjà, d'autres surgissaient. L'affrontement s'intensifia. L'acier s'entrechoqua dans une pluie d'étincelles. Link, acculé, enchaîna des attaques fulgurantes, repoussant un ennemi après l'autre, tout en restant en mouvement. Profitant d'un moment de répit, il pivota brusquement et s'élança vers les escaliers massifs, gravissant les marches en toute hâte. Son souffle était court, mais il poursuivit son ascension sans relâche, traversant les salles silencieuses du château. Bientôt, il déboucha dans une vaste salle bordée de colonnes, où le marbre du sol reflétait une lueur froide. Ce lieu ne lui était pas inconnu. Il l'avait déjà vu dans ses visions liées à Zelda. De l'autre côté, un balcon ouvert surplombait la cour du château. Il s'y précipita et plongea son regard vers l'horizon, cherchant un repère. Le domaine du château s'étendait à perte de vue. 3 tours imposantes s'élevaient parmi les remparts. La plus septentrionale que se démarquait, se dressant solitaire et inaccessible. Des passerelles suspendues, reliques d'une architecture ancienne, créaient un enchevêtrement complexe reliant les différentes sections du château. Puis une tache blanche attira son attention. Près du sommet de la tour, juste sous une fenêtre ouverte, une silhouette fragile s'accrochait à la paroi du château. Une robe blanche flottait dans le vent nocturne, contrastant avec les pierres sombres du château. C'était Zelda. Elle avançait lentement, s'agrippant aux aspérités du mur, suspendue au-dessus du vide. Chaque mouvement était un pareil risqué. Chaque rafale menaçait de la précipiter dans l'abîme. Le cœur de Link manqua un battement. Il l'avait trouvé. Un cri strident retentit dans l'air glacial du château. Fanny, perchée sur l'épaule de Link, venait d'apercevoir une nouvelle menace. Les Tartnaks avaient refait leur apparition, bloquant le haut des marches qu'ils venaient de gravir. Leur silhouette massive, renforcée par des boucliers imposants et des épées prêtes à frapper, formait une véritable barrière entre lui et la suite de son ascension. Aucun doute possible, ils allaient attaquer. Link ne pouvait pas se permettre de perdre du temps à les affronter. Zelda était là tout près, suspendue au flanc du château, et chaque seconde comptait.
D'un mouvement vif, il dévia la première attaque d'un coup précis de sa lame magique. La puissance du choc fit reculer le Tartnak. Mais déjà, d'autres approchaient. Sans attendre, Link saisit son boomerang magique et le projeta sans même viser, avec l'assurance d'un combattant aguerri. L'arme fendit l'air à toute vitesse, frappant l'un des Tartnak en plein front, le projetant violemment en arrière, mais il ne s'arrêta pas là. Dans sa trajectoire circulaire, le boomerang ricocha sur les murs et percuta un deuxième ennemi, le déstabilisant. Profitant de la confusion, Link bondit avec une rapidité fulgurante, esquivant les coups avec une agilité hors du commun. Il traversa les rangs ennemis, glissant entre les épées et les boucliers dans un ballet d'acrobatie précise. Les Tartnak, désorientés, tentaient de réagir, mais Link était déjà passé. Le boomerang, fidèle à son maître, acheva sa boucle et revint vers lui. Dans un réflexe parfait, Link tendit la main et le rattrapa au vol, comme s'il s'agissait d'un simple jeu. Un sourire en coin, il disparut dans un couloir latéral, laissant derrière lui un chaos total. Accroché à la paroi du château, Zelda avançait lentement, ses doigts crispés sur la liane qui serpentait le long du mur. Chaque mouvement était calculé, chaque respiration mesurée. Elle atteignit enfin le rebord d'une corniche, où la liane semblait plus épaisse et ancrée dans la roche. Vérifiant sa solidité d'une main tremblante, elle prit une profonde inspiration, puis se laissa entièrement suspendre dans le vide. Un vent glacial venu du fond du précipice s'engouffra violemment, faisant flotter sa robe et menaçant de l'emporter. Elle s'accrocha désespérément, son cœur battant à tout rompre. Un craquement sinistre retentit. Les racines de la liane se détachaient de la paroi. Dans un instant de pure terreur, Zelda sentit son appui céder. Elle chutait. Son regard capta une passerelle suspendue juste en dessous. Dans un dernier réflexe, elle tendit les bras et parvint à agripper la rambarde de pierre au moment où son corps s'écrasait contre la structure. Une douleur fulgurante explosa dans sa poitrine. L'impact l'avait sonnée, lui arrachant un cri de souffrance, mais elle ne lâcha pas. S'accrochant avec toute sa volonté, elle hissa son corps sur la passerelle, haletante. Chaque inspiration réveillait une souffrance cuisante dans ses côtes. Elle était sauvée, mais piégée. Les deux portes métalliques aux extrémités de la passerelle étaient verrouillées, ne lui laissant aucune échappatoire. Un frisson d'angoisse la parcourut. C'est alors qu'une voix familière s'éleva dans son dos. Zelda se retourna brusquement. Sur la passerelle, à quelques pas d'elle, Ruguel se tenait là, drapé dans son long manteau noir, flottant dans le vent. Son regard rusé, son sourire tordu, tout en lui transpirait la menace. Elle comprit alors l'ampleur du danger. Cet homme n'était pas seulement un manipulateur. Il incarnait le mal absolu. Sous son manteau, il sortit un pendentif doré en forme de pyramide inversée. L'instant suivant, une puissante aura maléfique s'éleva autour de lui. À cet instant, Zelda saisit la vérité. Ruguel était Ganon. Un éclair fendit le ciel, illuminant son sourire cruel tandis que les ténèbres semblaient s'alourdir encore davantage autour du château. Puis, une voix claire et déterminée fendit l'air. Zelda releva brusquement la tête. Une porte venait de s'ouvrir à l'autre extrémité de la passerelle. Dans l'embrasure, une silhouette familière apparut. Un garçon vêtu d'une tunique verte, un bonnet pointu, une épée scintillante à la main. Sur son épaule, une petite fée lumineuse battait des ailes. C'était lui, l'enfant des rêves, le héros. Zelda laissa échapper son nom dans un souffle tremblant. Link. D'un mouvement vif, le garçon planta son épée dans le sol de pierre, puis saisit une flèche argentée dans son carquois. L'éclat métallique de la flèche d'argent, héritage de sa lignée, brilla sous la lumière crépusculaire. Face à lui, Ganon ne broncha pas. Link décocha une flèche d'argent droit sur Ganon. La flèche fendit l'air et se planta en plein cœur du Seigneur des Ténèbres. Mais au lieu de le terrasser, Ganon l'arracha de sa poitrine d'un geste nonchalant avant de la briser entre ses doigts. Lentement, son corps se mit à se distordre. Sa silhouette humaine se dissipa, laissant place à une créature monstrueuse, couverte d'une fourrure épaisse, aux crocs acérés et aux ailes sombres qui se déployèrent dans un souffle ténébreux. Face à cette transformation cauchemardesque, Link ne fléchit pas et empoigna son épée, dont la lame magique luisait d'un éclat pur. Ganon disparut subitement. Un pressentiment traversa Link. Il se retourna, mais trop tard. Une salve d'orbe enflammée jaillit de l'ombre et fondit sur lui. Il se jeta sur les côtés pour éviter l'impact, mais l'explosion de chaleur le projeta en arrière. Son dos heurta violemment la rambarde de pierre. L'instant suivant, le sol se dérouba sous lui. Il tomba, la tête en bas, emporté par la gravité vers l'abîme béant. Dans un réflexe désespéré, il abattit son épée contre la paroi de la tour. La lame se ficha profondément dans la roche, stoppant net sa chute, mais l'impact le secoua violemment, lui arrachant un cri de douleur. Son bouclier glissa de son bras et disparut dans les profondeurs.
Suspendu à sa lame, il serra les dents, ses doigts tremblaient sous l'effort. Au sommet, Ganon éclata de rire. Il observait Link lutter pitoyablement pour ne pas sombrer. Fanny apparut en tourbillonnant de lumière. Elle plongea vers Link, désespérée. Dans sa précipitation, elle tenta d'ouvrir la gourde d'eau-de-vie, mais un faux mouvement la fit basculer. Le flacon s'échappa de ses mains et tomba droit vers l'abîme. Link sentit ses forces s'épuiser. Ses doigts glissèrent lentement sur la garde de son épée. Zelda, sur la passerelle suspendue, fixait l'être démoniaque qui s'avançait vers elle. Le seigneur des ténèbres la dominait, prêt à frapper. Une rafale glaciale s'engouffra entre les tours. Au même instant, les doigts de Link lâchèrent prise. Greg apparut en contrebas, debout sur le rempart bordant la falaise. Son imposante silhouette se détachait nettement dans la lumière blafarde du sommet de la montagne de la mort. En voyant Link, suspendu dans le vide, il ne perdit pas un instant. Prenant un élan maîtrisé, il lança un objet en l'air avec une force prodigieuse. L'objet fendit l'air, gravissant l'espace avec une trajectoire parfaite. Un éclat doré perça les ténèbres, le dernier fragment de la Triforce. Dans son état de fatigue extrême, Link mobilisa ses dernières forces. Son bras se tendit, ses doigts s'ouvrirent, et il attrapa la relique au vol. Fanny, jusqu'alors pétrifiée, réagit immédiatement. Plongeant dans la besace du garçon, elle en ressortit les 3 autres fragments de la Triforce. Sans attendre, elle les pressa contre celui que Link venait de récupérer. Une lumière aveuglante jaillit. L'éclat doré illumina l'horizon, projetant un arc radieux à travers la vallée. Les sommets noirs de la montagne de la mort tremblèrent sous la puissance déchaînée de l'artefact divin. Sur la passerelle, Ganon, jusqu'alors maître de la situation, fut contraint de reculer. D'un grognement féroce, il porta ses mains griffues à son visage, aveuglé par cette lueur insoutenable. Zelda, elle, observa la scène avec un espoir grandissant. Suspendu au flanc de la tour, baigné par cette énergie nouvelle, Link sentit une force extraordinaire parcourir son être. Sans hésitation, il rangea la Triforce sous sa tunique, saisit son arc et encocha une flèche d'argent. Il banda la corde d'un seul bras, stabilisa sa position et pointa son arme vers Ganon. Ce fut seulement à cet instant que le seigneur du mal comprit le danger imminent. La corde fut libérée, la flèche fendit l'air, traçant une trajectoire parfaite, avant de frapper son front de plein fouet. L'impact fut foudroyant. Le monstre bascula en arrière, projeté par la puissance du tir. Son pendentif contenant la Triforce de la Force se détacha et roula jusqu'au pied de Zelda. Un hurlement d'agonie déchira l'air tandis que son corps sombrait dans le vide. Son cri résonna longtemps dans les profondeurs du canyon, avant que sa silhouette ne se désagrège en un nuage de cendres sombres, balayé par le vent. Tout était fini. Zelda, le cœur battant encore sous l'émotion du combat, se pencha au-dessus de la balustrade. En contrebas, Link était toujours suspendu à la paroi de la tour, son corps meurtri et épuisé après son affrontement contre Ganon. Malgré la douleur, il leva la tête vers elle et esquissa un sourire éclatant, comme si tout ce qui venait de se produire n'avait été qu'un simple défi relevé. Peu après, Greg, qui avait escaladé les marches de la tour en toute hâte, déplia une longue corde depuis la passerelle. Link s'y agrippa fermement, mobilisant ses dernières forces. Avec l'aide combinée du pêcheur et de la princesse, il fut lentement hissé jusqu'à la plateforme. Dès que ses pieds touchèrent la pierre, ses jambes cédèrent sous lui et il s'effondra au sol, haletant. Greg s'accroupit aussitôt à côté de lui, et, d'un geste enthousiaste, lui donna une tape vigoureuse dans le dos. Un rire franc secoua son imposante carrure. Zelda s'approcha alors, son regard rempli de gratitude. Elle tendit une main vers le jeune héros. Leurs doigts se croisèrent dans une poignée de main solennelle. Derrière eux, Greg bomba fièrement le torse, levant un poing triomphant vers le ciel. Fanny, perchée sur l'épaule de Link, croisa les bras en haussant un sourcil, avant de secouer la tête d'un air faussement agacé. Un éclat doré traversa soudain la voûte céleste. Peu à peu, les nuages sombres qui avaient pesé sur la montagne de la mort commencèrent à se disperser. Le soleil, enfin libéré, déversa une lumière éclatante sur la forteresse en ruine et les cimes enneigés d'Hyrule. Les ténèbres se dissipèrent, emportant avec elles la menace du roi des ténèbres. Zelda leva les yeux vers l'immensité lumineuse du ciel, fascinée par ce spectacle d'une pureté inégalée. Le royaume, baigné d'or et de vent, respirait enfin la paix retrouvée. Épilogue. Ainsi s'achevait l'épopée de Link, porteur de la Triforce de la sagesse et de la force. Descendant de la montagne de la mort aux côtés de Zelda, Greg et Fanny, il retrouva la plaine d'Hyrule, baignée d'un soleil radieux. Partout, les habitants autrefois écrasés par la terreur levaient les yeux vers le ciel dégagé, réalisant enfin que les ténèbres s'étaient dissipées. Les cris de joie s'élevèrent, mêlés aux larmes de ceux qui avaient trop longtemps craint pour l'avenir du royaume. À la cité d'Assam,
Zelda fut accueillie comme une reine. Avec le soutien de son peuple, elle entreprit la reconstruction du royaume, reconstruisant pierre par pierre ce que la guerre avait détruit. Le chemin serait long, mais la paix était désormais assurée. Les Triforces, trésors sacrés d'Hyrule, veilleraient sur la prospérité du pays. Pourtant, parmi les festivités et les honneurs, une question persistait dans l'esprit du peuple. Qui partagerait le trône avec Zelda? Les regards se tournaient vers Link, le héros qui avait risqué sa vie pour la sauver. Mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il n'était pas homme à se laisser enfermer dans un palais. La liberté coulait dans ses veines. Un héros ne s'attarde jamais longtemps. Le temps passa. Un jour, Link disparut, emporté par l'appel du vent et de l'inconnu. Certains disaient qu'il était parti explorer de nouvelles contrées, d'autres qu'il poursuivait un dernier voyage. Mais tous savaient qu'un jour, lorsque le danger menacerait de nouveau Hyrule, son nom résonnerait à travers les âges. Dans l'ombre d'un ancien sanctuaire, un prêtre vêtu de noir parcourait du regard une immense fresque murale. Autrefois, elle ne contenait qu'une seule histoire, celle d'un héros d'un passé lointain. Mais désormais, une nouvelle tapisserie s'y ajoutait, retraçant l'épopée de Link, de son enfance à sa lutte contre Ganon. Chaque instant de sa légende était immortalisé dans la pierre. Le vieil homme contempla longuement l'œuvre avant de disparaître dans l'obscurité du temple. Sur le mur sacré, il restait encore de l'espace, car tant qu'Hyrule existerait, de nouveaux héros se lèveraient pour écrire leur propre légende. Et le vent portait déjà les murmures d'une nouvelle aventure à venir. Fin. Voilà pour ce roman The Legend of Zelda, le conte à l'ombre noire, Zelda no Densetsu, Kurokikage no Hakushaku. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Ce qu'on peut remarquer, c'est quand même beaucoup d'éléments qui n'étaient pas présents dans les 3 premiers jeux, mais qui seront présents après et qui sont déjà présents dans ce roman, hein, notamment la fée. Entre Link et Fanny, ça rappelle un peu Link et Navi dans Ocarina of Time, par exemple. Ocarina of Time qui sortira 3-4 ans, enfin en 98. Donc plus de 6 ans, dans plus de 6 ans après ce roman, donc c'est quand même marrant. Est-ce que ça a inspiré? Je ne sais pas. La forme humaine de Ganon aussi. Il a une forme humaine là, et comme par hasard, dans le prochain jeu, pouf, il a une forme humaine. Je ne sais pas s'il y a eu des inspirations ou si c'est des choses qu'on lui a demandé de mettre dans l'œuvre. Ce serait intéressant peut-être un jour d'interviewer cet auteur, Higuchi Akio. Hein. C'est un auteur qui est né en 1960 à Iwakuni, hein, dans le département de Yamaguchi. Et il avait déjà travaillé, pour une petite information, sur la série Zelda, justement, parce qu'il avait fait Livre dont vous êtes le héros. Hein, la bataille du château Mirage. C'est lui qui l'a écrit. C'est un livre dont vous êtes le héros. Je vous le ferai découvrir un jour aussi, si vous voulez. Oui, il a travaillé sur d'autres choses. Hein. Il a travaillé sur Dragon Quest. Il a travaillé sur le livre dont vous êtes le héros de la série Mother, par exemple. Puis il en a fait plein d'autres. Plein. Un auteur dont je trouve le style plutôt agréable. Ça se lit facilement, il y a pas mal de petites blagues. Ça se ressent pas trop dans mon résumé, mais il y a pas mal d'humour dans les dialogues, tout ça. Donc voilà, qu'avez-vous pensé, vous, personnellement, de cette histoire? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Donc, en tout cas, j'espère que cette présentation et cette petite lecture vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos réflexions, vos commentaires en commentaire, logique. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui m'écoutent en podcast, eh bien, merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.